il est bien possible que quelque chose de gros se passe du côté de la finance. Dans tous ces secteurs-là, on est en train de se taper une ressucée d'un équivalent subprime, mais sous stéroïdes. Et ceci vient s'ajouter au problème du private credit. Il y a la conjonction des multiples crises à l'intérieur de la sphère financière elle-même, et il y a la conjonction de la crise financière d'ensemble avec cette crise géopolitique, géoéconomique, et tout ça est en train d'entrer en surfusion. Je me suis demandé s'il y avait des précédents dans l'histoire du capitalisme. Je n'en ai pas trouvé. Les banques tiennent en otage toute l'économie, et c'est une prise d'otage qui est d'un autre format, si tu veux, que celle des cheminots ou des éboueurs. De telle sorte que si les banques calanchent, tout le reste calanche à sa suite. Il faut se représenter ce que c'est, l'effondrement bancaire, si on ne le rattrape pas. L'effondrement bancaire, c'est plus aucun paiement n'est possible. Tu peux aller au distributeur à billets, il n'y a plus une coupure qui sort. Un virement bancaire, je ne t'en parle même pas. Donc, si tu veux, tu vas te débrouiller pour passer la semaine avec ton stock de pâtes. Et puis après, ça sera l'aventure. Il se crée là une opportunité sans pareille de refaire de la politique anti-capitalisme néolibéral. La chose qui n'avait jamais été possible jusqu'à présent. Frédéric Lordon, bonjour. Bonjour. Je suis très heureux de te recevoir de nouveau sur la chaîne YouTube du média Élucide. Alors, je rappelle que tu es philosophe, économiste et directeur de recherche au CNRS. Tes travaux portent sur une critique radicale des structures du capitalisme contemporain et traitent de leurs effets politiques. Tu es l'auteur de nombreux ouvrages et tout récemment de Pulsion. Et tu animes l'excellent blog La Pompe à Finance sur le site du non moins excellent Monde Diplomatique qu'on salue. Coécrit avec Sandra Lucbert, Pulsion. Coécrit avec Sandra Lucbert. Alors, il faut dire qu'en ce moment, au niveau crise, on est servi, puisqu'on a une grande fragilité du système économique et financier qui se croise avec une guerre, évidemment, aux conséquences graves. Et cette guerre n'est, au moment où on tourne, a priori, probablement pas terminée. Alors, c'est un peu de tout ça qu'on va parler un peu en détail aujourd'hui. Et je te propose de commencer par la bombe à retardement qui est la fragilité du système financier actuel. Alors, on nous avait promis en 2008 qu'on avait tiré les leçons de la crise, qu'on avait bien régulé la finance. De toute façon, très régulièrement, tous les directeurs des banques centrales nous expliquent qu'il n'y a pas de souci, que tout ça est en ordre. Mais on s'aperçoit qu'on arrive 15 ans plus tard et que d'après tes analyses, une nouvelle crise semble se profiler et tu estimes que le danger principal tient à ce qu'on appelle la crise du crédit privé plutôt que de la dette publique, dont on nous rabat assez souvent les oreilles. Mais alors, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous expliquer c'est quoi ce crédit privé avant que, après, évidemment, on développe pour en comprendre les risques? Alors, avant d'en venir au crédit privé, la chose que je voudrais dire est la suivante. C'est que moi, ça fait quelques mois, 4-5 mois que je commençais à m'inquiéter de tensions qui étaient en train de se faire jour à nouveau dans la sphère financière. Et à l'époque, les gens qui commençaient à en parler regardaient plutôt du côté des marchés d'actions et des valorisations boursières de l'intelligence artificielle. Comme tu sais, une entreprise comme OpenAI, qui n'a pour l'instant pas gagné un centime, est valorisée à entre 800 et 900 milliards de dollars, ce qui est tout de même un petit peu vertigineux si l'on y pense. Elle n'est pas encore introduite en bourse. On verra bien ce qui se passe au moment où le grand saut sera fait. Mais pour l'instant, on a des valorisations d'entreprises qui ne passent pas par des prix de marché, mais on a des valorisations d'entreprises qui indiquent des capitalisations à venir tout à fait sensationnelles et peut-être légèrement délirantes sur les bords. Bon, donc les gens redoutaient un krach boursier dans le secteur de l'intelligence artificielle qui aurait été l'équivalent de ce qu'avait été le krach des valeurs Internet, des entreprises dites .com, au tournant des années 2000 et 2001. Bon. Moi, ma position en cette matière, c'est que les krachs actions n'ont jamais été très très dangereux. Les vraies crises meurtrières de la finance prennent en général naissance ailleurs, ou dans les compartiments de la dette. Bon. Et en particulier dans un qui est
de création nouvelle, n'est-ce pas? Puisqu'il est apparu juste après la crise des subprimes, donc il a commencé à se développer à partir du début des années 2010, et qu'on appelle le private credit. Alors moi, je continue à dire private credit et pas crédit privé, parce que si tu veux, il y a un enjeu de traduction autour de ça, qui est en même temps un enjeu conceptuel. J'en dis deux mots vraiment. Le contraire de private, en anglais, c'est public. Et tu serais fondé à me dire, mais en français, c'est pareil. Le contraire de privé, c'est public. À ceci près que public en anglais, en tout cas en anglais de finance, et public en français, ont des sens tout à fait différents, ce qui est une source de contresens monumentale. Public en français, ça renvoie à la sphère de l'État. Les entreprises publiques, les banques publiques, les dépenses publiques, etc., etc. Public, en anglais, c'est pas du tout ça. Ça fait pas du tout signe en direction de la sphère de l'État. Public désigne ce qui est du ressort des marchés réglementés. Par conséquent, une entreprise public, a public company, c'est une entreprise qui est cotée sur les marchés. Tu vois le contresens possible, n'est-ce pas? Donc, une entreprise qui est private, par exemple OpenAI, dont je parlais à l'instant, elle est private parce qu'elle n'est pas encore cotée en bourse. Une fois qu'elle sera introduite en bourse et qu'elle y sera cotée, on dira qu'elle est public, ce qui ne fera pas d'OpenAI, tu me l'accorderas, une entreprise nationalisée. Voilà. Ça, c'est le premier point de contresens. Puis il y en a un deuxième autour de credit, qu'on pourrait traduire en effet par crédit. À ceci près que, si tu veux, conceptuellement parlant, le crédit consiste en une émission de dette opérée exclusivement par une banque. Le crédit est une émission qui est la prérogative exclusive des institutions bancaires. C'est donc une catégorie de dette tout à fait particulière, une dette qui est émise par un simple jeu d'écriture. Donc, le crédit est réservé aux banques, puis il y a tout le reste de l'univers de la dette. Et le private credit fait partie de ce reste de l'univers de la dette. Alors, qu'est-ce que c'est dans son principe fondamental, le private credit? C'est tout simplement un agent non financier qui prête à un autre agent non financier. Et c'est tout. Donc, le private credit, c'est une relation de dette entre deux agents privés non financiers. Point. Alors évidemment, les choses se compliquent un petit peu parce que, si tu veux, dit comme ça, nous avons affaire à une relation qui est entièrement désintermédiée, n'est-ce pas? Mais dans la finance, comme toujours, quand l'intermédiation est sortie par la porte, en général, et elle rentre par la fenêtre. Si bien que, à ce moment-là, ont été constitués par ce qu'on appelle, d'une appellation plaisante, l'industrie financière, ont été constitués de nouvelles institutions qu'on appelle des fonds de private credit et qui s'adressent aux riches investisseurs et qui leur disent « Écoutez, au lieu d'aller vous-même à la pêche aux entreprises à qui vous allez prêter dans une relation de private credit, c'est-à-dire d'avoir à vous enquérir de ce qu'est leur situation financière, etc., nous nous chargeons de tout. Ne vous occupez de rien, laissez-nous faire. » C'est un discours à la cantonade des investisseurs. Moyennant quoi les fonds de private credit collectent de l'épargne. De l'autre côté, elles ont établi une liste d'entreprises susceptibles d'être emprunteuses et dont la santé financière leur semble suffisamment adéquate. On en dira un mot dans un instant. Et puis, ils font l'intermédiaire. Voilà, ils font le chaînon du milieu. Et c'est ainsi que s'est développé un business florissant au lendemain de la crise des subprimes, parce que tu fais bien de le dire, après la crise des subprimes, on avait juré que c'était terminé, qu'on allait réguler, etc. Mais ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est l'histoire cyclique de la finance déréglementée, depuis qu'elle est déréglementée. Ça consiste toujours en le même schéma. Au commencement, une innovation, à partir de laquelle va se développer une innovation financière, à partir de laquelle va se développer une bulle qui va être au principe de fabuleux profits. Évidemment, la bulle finira par exploser, les conséquences se propageront dans l'économie réelle, il faudra sauver les agents de la finance, et puis alors la puissance publique leur fera les gros yeux. « Ouh, c'est pas bien, on va vous réguler maintenant, et on va serrer d'un quart de tour l'écrou. » Tu vois ? Moyennant quoi, les agents de la finance vont hurler à la tyrannie, et puis ils vont aller dans un autre coin, quelque part, développer une nouvelle innovation, et hardi petit, c'est reparti pour un tour. Tu vois ? Bon. Eh bien, le private credit a été exactement
le produit de ce mécanisme, le produit de ce cycle, et il s'est développé à l'intérieur d'un secteur plus large, dont l'appellation, me semble-t-il, dit tout, puisqu'on l'appelle le shadow banking system, le système bancaire de l'ombre. Bon, tu vois bien que shadow banking system, ça installe une ambiance en termes de transparence et de régulation. C'est bien nommé, c'est assez pas mal nommé. Pour bien comprendre, pourquoi ces acteurs privés se sont mis à prêter aux entreprises plutôt que les banques le fassent ? C'est une très bonne question. Écoute, les entreprises qui sont éligibles comme emprunteuses auprès du private credit sont en général soit des entreprises de taille moyenne, donc elles n'ont pas accès au marché réglementé, c'est-à-dire au marché de l'épargne publique, soit des entreprises qui sont d'une santé financière, disons, sujette à caution, et auxquelles les banques ne sont plus très désireuses de prêter. Alors, elles se rabattent sur cette autre forme de dette qui leur est offerte par le private credit. Et autre point, parce que tu en as parlé assez rapidement, cette histoire de shadow banking, mais finalement, c'est quoi concrètement, pourquoi et comment ça s'est développé ? Le shadow banking system est un coin de la finance qui s'est développé depuis longtemps, dans lequel on retrouve génériquement toutes les institutions financières non bancaires, c'est-à-dire les hedge funds, mais on peut y mettre tout aussi bien les assureurs ou les fonds de private credit et toute une série d'autres agents qui font leur petit business sur des opérations toutes plus biscornues les unes que les autres. Mais en tout état de cause, c'est ça l'idée, si tu veux. Ce sont des agents qui passent sous les radars de la régulation. Et pourquoi le régulateur laisse faire ? Le régulateur laisse faire parce qu'il a chevillé au corps la croyance que finalement la finance c'est bien, que les agents de la finance sont les opérateurs de l'allocation optimale du capital et que d'une manière générale, il a toujours un train de retard sur les développements de l'innovation financière et il se réveille lorsque la crise a lieu, c'est-à-dire trop tard. Et de façon assez concrète, ces fonds de private credit, du shadow banking, ils ont tendance à proposer aux investisseurs une rémunération de, par exemple, 10% par an, ce qui est quand même des rémunérations assez sympas, tout en leur disant, ne vous inquiétez pas, bien sûr, il n'y a pas trop de risques. Eh oui. Derrière, il y a ce qu'on appelle le liquidity mismatch. C'est quoi le piège de cette affaire ? Alors effectivement, il faut revenir à cette histoire de rémunération et de liquidité ou d'illiquidité parce que c'est très important. Tu comprends, je te disais, les entreprises qui sont en général éligibles au private credit sont soit des entreprises de taille moyenne, soit des entreprises, je serais tenté de dire subclaquantes. Mais le sub est très important. Il faut qu'elles soient subclaquantes sans claquer. Tu comprends ? Parce que si elles sont subclaquantes, on peut leur charger une prime de risque considérable, ce qui fait des taux d'intérêt globaux bien élevés, lesquels font les grosses rentabilités à la sortie pour les clients investisseurs. Et en effet, le private credit sert aux investisseurs clients des rentabilités qui sont de l'ordre de 10%. Tu comprends, c'est considérable parce qu'on est dans un univers, depuis la crise des subprimes, on est globalement dans un univers de taux d'intérêt très très bas, c'est-à-dire de rentabilité de référence qui sont pas du tout satisfaisantes eu égard aux exigences habituelles du capital financier. Voilà, donc ça c'est le point important, c'est que c'est un attracteur pour investisseurs parce que ça sort des pets taux de rendement pour le capital. Bon, alors évidemment, tu comprends, on n'a rien sans rien. Parce que le principe du private credit, n'est-ce pas, c'est que des investisseurs, par l'intermédiaire du fonds, vont prêter de fait à des entreprises emprunteuses, mais aussi bien le fonds qui agit en leur nom que ces investisseurs eux-mêmes vont se retrouver collés. Parce que les crédits, si tu veux, ne peuvent pas être sortis des livres du fonds, n'est-ce pas ? La maturité moyenne des prêts qui sont consentis à ces entreprises emprunteuses est de l'ordre de 5 à 7 ans. Par conséquent, on prête à une entreprise et puis on est bloqué là à attendre les 5 ou 7 ans que le crédit arrive à maturité pour que l'opération soit débouclée. Bon. Alors, c'est tout à fait important cette histoire parce que, tu comprends, les actifs du private credit sont par construction des actifs illiquides. Les crédits, les prêts qui ont été accordés aux entreprises emprunteuses ne peuvent pas être négociés sur un marché. Ils doivent rester sur les livres. Ils sont à demeure sur l'actif
jusqu'à l'échéance. Or, tu comprends bien qu'avec un actif illiquide, on ne peut pas faire un passif inconditionnellement exigible. Je veux dire, les investisseurs clients ont accepté, par contrat, que leurs fonds soient immobilisés dans les prêts faits à ces entreprises. Par conséquent, il va sans dire qu'ils ne peuvent pas réclamer leurs avoirs ad libitum et tous les 4 matins comme ils en auraient le désir. Bon. Donc ici, il y a un problème. Bon. Alors, tu comprends, les agents de la finance savent ce que c'est que l'âme humaine, qu'elle peut être en proie à des inquiétudes, etc. Donc, on va négocier une espèce de clause de compromis qui va permettre aux investisseurs clients de retirer une partie de leurs avoirs, mais de retirer une partie seulement limitée. Et en l'occurrence, la pratique coutumière, celle qui est d'ailleurs indiquée dans les dispositions contractuelles, auxquelles s'engagent les clients investisseurs, la pratique coutumière, c'est que un investisseur client a le droit de retirer 5% de son avoir par trimestre, et pas plus. Quand tout va bien, il n'y a pas de problème. Bien sûr, il peut y avoir une ou deux entreprises qui font défaut du côté de l'actif. Mais comme on les a toutes chargées avec des primes de risque sensationnelles, on peut absorber les quelques défauts qui se font connaître et tout continue de rouler comme si de rien n'était. Donc, quand tout va bien, les entreprises à quelques défauts près payent leur taux d'intérêt. Ça fait du rendement pour les investisseurs. Les fonds touchent au passage leur petite commission. Et tout le monde est content. Ça, c'est quand tout va bien. Évidemment, comme tu sais, le problème dans l'économie et dans la finance, c'est que tout ne va pas toujours bien. Voilà, c'est ça. Et depuis quelque temps, ça commence à dérailler un peu. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus. Analyse graphique, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. Ah oui, et c'est ce contexte qui fait que l'inquiétude a augmenté dans ce secteur, hein, que les taux de défaut augmentent de plus en plus, d'ailleurs dans des proportions qui ne sont pas encore phénoménales, mais qui sont en très forte augmentation par rapport à ce qu'il y avait il y a encore 2-3 ans. Et donc les demandes de remboursement dont tu parles sont en train de se développer. Il y a de plus en plus d'investisseurs qui disent « Oh, finalement, c'est peut-être pas le meilleur investissement que j'ai fait là-dedans ». Et il y a déjà à peu près, je crois, 13 milliards qui ont été demandés en remboursement. Et certains fonds, comme Blue Hole, n'honorent même plus ces engagements-là, disent bah non, on n'arrive même pas à vous rembourser vos 5%. Est-ce que tu penses qu'on est au début de ce qu'on peut appeler un fund run par rapport à l'image des bank runs, quand tout le monde se ruait dans les banques en disant bon, redonnez-moi mon argent, sachant que dans la banque, tu peux demander tout ton argent d'un coup, ce qui n'est pas encore le cas de ces fonds, mais enfin bon, ça peut déstabiliser le marché. Est-ce que tu penses qu'on a un risque possible de cet ordre-là ? En effet, c'est ça mon hypothèse. C'est-à-dire la source de fragilité principale dans la finance, en effet, pas la seule, mais la source de fragilité principale, elle est du côté des fonds de private credit et du côté de la possibilité d'un run, c'est-à-dire d'une ruée sur les fonds. Alors il faut reprendre un peu l'historique. En 2024, le taux de défaut sur l'actif des fonds de private credit, c'est 1%, quoi. Je veux dire, c'est ridicule. Pendant toute l'année 2025, ça va commencer à monter gentiment. On se termine vers 3, 4%. C'est pas encore sensationnel, hein, mais bon, voilà. Et puis là-dessus, il y a une agence de rating qui s'appelle Fitch qui sort une prévision selon laquelle le taux de défaut va gaillardement évoluer vers les 6%. Et puis à la fin de l'année, coup de cymbale, c'est UBS, une banque suisse, qui publie une note d'analyste selon laquelle il faudrait quand même s'apprêter à ce que le taux de défaut dans les entreprises qui constituent l'actif du private credit atteigne les 15%. Ah, alors évidemment, si tu veux, tout ça agite un peu les esprits. C'est bien normal. Bon. Et les esprits sont d'autant plus agités qu'à ce moment-là, ils se mettent à accrocher deux idées l'une derrière l'autre et à regarder en fait ce qu'il y a, de quoi il est constitué l'actif de ces fonds de private credit dans lesquels ils ont investi. Parce que tu comprends,
Si la finance mérite l'appellation d'industrie financière, c'est vraiment au sens de l'industrie de la saucisse. Comme tu sais, la saucisse, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Les subprimes, on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. Dans les bilans des private credit, on ne sait pas trop ce qu'il y a non plus. Alors les gens ont commencé à les regarder. Et puis là, ils se sont aperçus que pas loin d'un tiers des fonds investis dans le private credit étaient dirigés vers un secteur qui est le secteur du software. En bon français, des SS2I, sociétés de services et d'ingénierie informatique. L'AS, début 2026, nous prenons la mesure des prodiges de l'intelligence artificielle qui sont en train de nous arriver dessus et dont nous pouvons légitimement anticiper qui vont littéralement dévaster le secteur du software. Donc, si tu veux, à concurrence d'un tiers de son actif, le taux de défaut risque de faire un fameux saut de carpe. Là, les investisseurs ont effectivement ont commencé à avoir des sueurs froides et ils se sont présentés en quelque sorte au guichet pour retirer leurs avoirs. Alors là, c'est là qu'on s'est aperçu que les demandes de retrait commençaient à excéder significativement la barre des 5% par trimestre, les 5% autorisés. Bon, le premier fonds qui a reçu une demande de retrait, c'est Blackstone, qui a enregistré une demande de retrait de l'ordre de 8% de son actif, par opposition aux 5% autorisés. Bon, 8%, si tu veux, sur des masses qui sont quand même tout à fait considérables au total. Je t'indique, l'encours global du private credit, c'est 2 trillions de dollars. C'est la nouvelle unité, le trillion. Un trillion, c'est 1 millier de milliards. Tu comprends? C'est ça le nouveau quantum dans la finance, c'est le trillion de dollars. C'est 2 à 3 fois les subprimes à peu près pour avoir le... Ah oui, c'est ça, exactement. Exactement. C'est 3 fois les subprimes. C'est-à-dire que c'est beaucoup. C'est très gros. Voire trop, mais on verra. C'est énormément d'argent. Bon, alors, Blackstone. BlackRock fait face à 9% de demandes de retrait. Ah. Un fonds de Morgan Stanley fait face à 11%. Un fonds qui s'appelle Cliffwater fait face à 14%. Alors, à ce moment-là, les gestionnaires de fonds sont quand même très embarrassés. Le client est roi, mais pas trop, mais un petit peu quand même. Donc, il faut lui en rendre. Alors, ça dépend. Là, les fonds ont opéré diversement. Par exemple, Blackstone, pour servir les 8%, ils ont tiré, les partenaires ont tiré sur leur cassette personnelle. Ils doivent quand même avoir... C'est gentil. C'est gentil. C'est un beau geste commercial, mais ils doivent quand même avoir des poches profondes. BlackRock a dit non, vous avez signé un contrat dans lequel il y a marqué 5%, ça ne sera pas un fifrelin de plus. Donc les 4% excédentaires, pour faire 9% de demande de retrait, bon. De mémoire, Cliffwater a dû servir 11% sur les 17% qui étaient demandés. Enfin, ça commence à devenir une situation très très tendue. Et il y a des fonds d'un asset manager qui s'appelle Blue Owl, qui faisait face également à des demandes de retrait, et qui lui a dit non, c'est 0%. Voilà, c'est comme ça. Alors, si tu veux, je l'ai amené pour le plaisir des yeux, mais je vais pas le sortir. C'est une liste de toutes les demandes de retrait qui ont été faites pendant le mois de mars. Parce que les choses ont cru et embelli pendant toute la période. Ces retraits dont je te parle, ils sont demandés au fin février, début du mois de mars. Bon, 2 mois plus tard... les choses sont tout à fait différentes. 2 fonds de Blue Owl ont fait face à des demandes de retrait qui, là, franchissent déjà quelques crans. L'un de ces fonds a fait face à 20% de demandes de retrait et l'autre à 40%. Donc, si tu veux, ça, en effet, ça commence à ressembler à une ruée. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Bon, tu me diras, les fonds sont protégés. Ils sont protégés dans une espèce de compartiment hermétique lié à la clause des 5%. Le rideau est tiré. Je veux dire, les investisseurs peuvent y aller, ils peuvent cogner dedans, c'est 5% et rien de plus. Maintenant, tu vois, ça crée une situation quand même. Ça crée une situation qui est embêtante pour le business du private credit. Parce que là, les gestionnaires de fonds ont 2 possibilités et 2 seulement. Soit ils dépassent eux-mêmes leur propre limite de 5% de retrait, mais ils risquent alors de se mettre en faillite. Ils risquent de se mettre eux-mêmes en situation d'illiquidité si jamais le run prend de l'ampleur. Soit ils tiennent ferme sur la limite des 5% et ça ne sera pas un sou de plus.
Mais cette fois-ci, c'est les clients qui vont être en difficulté. Parce que tu comprends, les clients vont rechercher leurs avoirs, pas seulement parce qu'ils ont des angoisses qui les privent de sommeil la nuit ou je ne sais pas quoi, mais parce qu'eux aussi peuvent avoir des besoins de liquidité à satisfaire urgemment dans une situation qui devient quand même tendue de tous les côtés. Donc c'est les clients qui peuvent risquer la faillite si ce n'est pas les fonds. Et puis, il y a tout le reste des agents, de tout le reste des investisseurs, si tu veux, qui, mouillés ou pas mouillés dans cette affaire de private credit, observent le spectacle et envisagent d'en tirer une ou deux leçons. Ma conjecture, c'est que quand cette affaire sera terminée, et je ne sais pas de quelle manière elle sera terminée, il n'y a pas beaucoup de personnes qui seront candidates pour aller placer à nouveau leur picaillon dans des fonds de private credit. Donc dans les deux cas, moi j'ai l'impression que c'est la fin de ce business. Mais nous verrons bien. Hein, nous verrons bien. Maintenant, si on déplie un peu le tableau de la situation du private credit, tu comprends, ce qui se présente est pas drôle du tout. Parce que je te disais à l'instant, la limite, c'est 5% de retrait des avoirs par trimestre. Ah, sur l'année, ça fait 4 fois 5 égale 20, si je calcule bien. 20% de retrait. Moi, je pense que c'est, si tu veux, l'hypothèse qu'on tape la contrainte à l'échelle du secteur entier. On tape la contrainte des 5%. À l'échelle du secteur entier, et pas seulement des quelques fonds qui se sont signalés défavorablement à l'opinion publique. Alors, mettons. Ça tape la contrainte des 5% par trimestre, c'est-à-dire la contrainte des 20% par an. 20% sur un encours de 2 trillions de dollars, tu comprends? Ça fait quoi? Ça fait du 400 milliards de dollars de tension sur la liquidité des fonds de private credit. Ça n'est pas rien tout de même, 400 milliards de dollars de tension sur la liquidité. Donc, à un moment, est-ce que les fonds disposeront de la trésorerie nécessaire pour y faire face? C'est la question, en sachant que la solution qui consisterait à vendre l'actif même du private credit, c'est-à-dire les crédits supposément illiquides, mais qu'on sortirait et qu'on réussirait à vendre par je ne sais quelle opération, sans doute au prix d'une décote absolument considérable, ne pourront probablement pas faire le compte. Alors qu'est-ce qui se passera de ce point de vue, une fois qu'on en sera là? Et les fonds de private credit se tourneront vers qui de droit pour faire la soudure, c'est-à-dire le système bancaire, pour lui ouvrir des lignes de crédit, permettant, alors cette fois-ci du vrai crédit bancaire, permettant de faire face à ces besoins urgents de liquidité face au mur des retraits, au tsunami de retraits qui sont en train de leur tomber dessus. Bon, alors écoute, on verra bien si les banques acceptent de leur prêter. Je veux dire, prêter à un agent qui s'apprête à la faillite n'est pas le geste le plus spontané d'un banquier. Comprends-tu? En sachant que les banques elles-mêmes sont déjà très très mouillées dans cette affaire. Parce qu'elles ont déjà prêté, à l'époque où tout allait bien, elles ont déjà prêté au secteur entier du private credit à hauteur de 300 milliards de dollars. Je ne suis pas sûr qu'elles aient envie d'y retourner et de fournir le deuxième service. Donc là, mais alors c'est facile dans ce cas-là, on n'a qu'à monter un business de crédit privé au crédit privé. Voilà. Que les banques ne veulent pas, parce que c'est le principe de base quand même. Mais tu as raison, et de toute façon, la finance est capable de tout pour faire face à ses propres turpitudes. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la finance, et même quand tout y va mal, il se trouve des sous-secteurs de la finance qui vont prendre des paris spéculatifs sur le fait que partout ailleurs, ça va très mal. Alors là, il y en a un qui est tout à fait extraordinaire, figure-toi, c'est que JP Morgan, par exemple, a lancé un nouvel instrument de couverture du risque private credit qu'on appelle des CDS. Le CDS, c'est un instrument financier qui permet de se couvrir contre le risque de défaut d'un emprunteur, quel qu'il soit. CDS avait été ça avait été un des joyaux de la couronne lors de l'épisode des subprimes. Mais tu vois, ça n'a pas perdu son charme rustique. Donc, la finance est en train d'inventer les CDS qui permettent de se couvrir du gadin anticipé du secteur du private credit.
Donc en effet, c'est un indicateur là aussi, hein, c'est un indicateur de l'ambiance générale qui commence à régner. En résumé, peut-être pour qu'on comprenne bien, qu'on souffle, pour devenir un peu plus concret, pour résumer ce que tu viens de dire, et donc cette histoire de crédit privé, on a des investisseurs qui ont trop d'argent, hein, les pauvres. Bah oui. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'ils disent il faut que je place mon argent. Ils trouvent une structure qui s'est créée finalement, c'est ces fonds-là de crédit privé. Donc si j'ai 1 000 €, je prête 1 000 € au fonds de crédit privé qui me promet 10% de rentabilité. Donc c'est 100 € par an qui vont tomber, je suis très content. La structure de crédit privé, c'est 1 000 €, va les prêter à une SS2I qui a un super projet qui va être concurrencé par l'IA, pas de bol. Et donc, elle lui prête ses 1 000 € pour 7 ans et tous les ans, l'entreprise va lui donner, 13-14% de rentabilité, oui. de rémunération, mais elle ne rendra l'argent que dans 7 ans. Exactement. Donc, si moi, je suis en train de dire au bout d'un an, finalement, rendez-moi l'argent, oui. Le fonds, il est embêté parce que l'argent, lui, il n'a plus, il a prêté l'entreprise et l'entreprise va lui rendre que dans quelques années, d'où ces difficultés qu'on vient de signaler. Absolument. Et sur les 1 000 € que tu as placés, tu auras droit à 50 par trimestre. Oui, c'est ça, oui, je peux pas avoir plus. Mais on voit qu'au bout d'un moment, le fonds va plus avoir d'argent et la liquidité, sans doute, comme tu viens de l'expliquer, pour me rembourser. Alors après, ce qu'il y a aussi, ce qu'on entend, parce qu'il y a toujours des gens qui sont, optimistes, positifs sur la situation, ils ont tendance à dire que ce genre d'événement n'est lié qu'à une conjoncture spécifique, finalement, que ce n'est pas un vrai problème structurel, qu'en gros, il n'y a qu'à attendre un tout petit peu et puis ça va s'arranger. Qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, à l'époque où je commençais à m'intéresser à ça, figure-toi que j'ai renoué avec mes anciennes amours de l'époque des subprimes, où je regardais quasiment en continu les chaînes boursières américaines. Et ça devait être au fin février ou début du mois de mars, je suis tombé sur l'une des grandes chaînes boursières américaines qui s'appelle CNBC. Je suis tombé sur un reportage sur une conférence de fonds de private credit. Je ne sais plus si c'était aux Bahamas ou à la Barbade. Et les premières demandes de retrait à problème sur Blackstone, BlackRock, Blue Owl, celle que j'évoquais tout à l'heure, s'étaient déjà fait connaître. Alors évidemment, on pose la question aux gestionnaires de fonds de private credit qui sont là quasiment en chemise à fleurs. Et on leur dit alors, quand même, c'est un petit peu embêtant, non. Ce sont des événements isolés. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser à Alan Greenspan, qui était le banquier central américain, qui a présidé à l'invraisemblable bulle des subprimes, donc sur les crédits, les produits titrisés à partir des crédits immobiliers. Et au moment où vraiment la bulle était proche d'éclater, on demandait à Greenspan, mais est-ce que le marché immobilier, qui est quand même finalement la couche sous-jacente à tout cet édifice financier, est-ce que le marché immobilier aux États-Unis n'est pas sur le point de s'effondrer ? Et Alan, est-ce qu'il n'y a pas une bulle ? Et il avait répondu non, c'est pas a bubble, c'est froth. Ou il avait dit froth ou foam, c'est de la mousse. C'est pas une grosse bulle. C'est plein de petites bubulettes. Alors, il y en a une qui peut claquer en Arkansas, mais le reste, c'est sain. Tu vois, la mousse d'Alan Greenspan, juste avant que la bulle des subprimes n'explose, c'est l'exact équivalent des événements isolés de nos gestionnaires de fonds de private credit en chemise à fleurs aux Bahamas. Ça, c'était début mars. N'est-ce pas ? Bon, encore une fois, on a fait beaucoup de chemin depuis. Mais au moment, te disais-je, où l'industrie financière produit elle-même les instruments pour parier contre le private credit, si tu veux, la thèse de l'événement isolé devient difficile à tenir. En réalité, elle est tellement difficile à tenir que l'alarme gagne un peu partout. C'est-à-dire, par exemple, la Réserve fédérale a convoqué les grandes banques de Wall Street pour leur faire ouvrir le coffre arrière et voir ce qu'il y avait dedans et détailler leurs engagements dans le secteur du private credit. Quand le banquier central américain en vient à ce genre de convocation, c'est que tout n'est pas absolument serein. Oui, parce que c'est assez impressionnant quand on repense à ce qui se passait à l'époque des subprimes, où je rappelle que c'était un problème où les banques, à l'époque, s'étaient dit, tiens, on va prêter de l'argent à n'importe qui, des gens qui n'ont pas d'argent, à des chômeurs, comme ça, n'importe qui passe, vous voulez. Et pourquoi elles faisaient ça, les banques ? Ils sont pour dire, c'est con, elles va faire faillite, mais la banque, une fois qu'elle a fait son crédit, elle s'était débrouillée pour ne plus garder le risque, elle transférait ça sur des marchés financiers, au niveau de titrisation, en disant, peut-être, il y a des couillons là qui vont gérer le risque, et finalement, qui est le métier de la banque. Exactement. Donc, elle dit, je vais le donner à des non-professionnels, en fait. C'est ça. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que, du coup, après...
Bon, il y a quand même un peu de régulation qui n'a pas été bien Bah longue. non. Enfin, comme ils ont fait un peu attention, on va dire. Ce qui s'est passé ces années qui ont suivi, les banques ont dit, bon, je vais faire un peu attention à ne pas prêter à n'importe quelle entreprise subclaquante, comme Oui. tu disais. Donc, il y a une entreprise subclaquante qui dit, bonjour, je voudrais 10 millions. Puis la banque va dire, bah non, vous avez votre truc, là, désolé, hein, mais ça ne va pas le faire. Désolé, quoi, c'est trop risqué. Donc, la banque, c'est trop risqué pour la Oui. banque. Et ce qu'on a dit, je vais prendre des investisseurs qui connaissent rien et ils vont Exact. prêter les 10 millions, en fait. Exactement. Mais on est quand même sur des niveaux qui sont quand même mais c'est pas sublimes. mais c'est pas tout à fait nouveau dans la finance. Je te rappelle qu'il y a eu un trader légendaire dans les années 80 qui s'appelait Michael Milken, qui travaillait dans une banque d'affaires qui sentait un peu le soufre, qui s'appelait Drexel Burnham. Et Michael Milken s'était rendu célèbre parce qu'il a littéralement développé le marché de ce qu'on appelait les junk bonds, qui sont l'équivalent des entreprises subclaquantes dont le private credit fait son beurre aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire, encore une fois, le sub dans subclaquante est très très important. Il ne faut pas qu'elle claque, il faut qu'elle soit juste au bord. Les junk bonds, c'est-à-dire les obligations pourries, c'est des entreprises qui étaient suffisamment grandes pour émettre des titres obligataires, mais qui étaient dans une situation financière tellement dégradée qu'elles devaient payer des taux d'intérêt sensationnels, qui faisaient la joie des investisseurs, évidemment, tant que ça ne claquait pas, tant que ça restait sub, tu vois. Et le private credit, c'est la même idée. Oui, mais là, on a quand même l'impression que ces fonds n'étaient pas contrôlés, parce que tu viens de dire toi-même que maintenant, il y a la Banque centrale américaine qui se réveille en disant « Tiens, on va peut-être voir ce qui se passe au niveau des banques et compagnie, ouvrez le coffre derrière de la voiture. » Qui sont ces deux personnes qui ne respirent plus à l'arrière, enfin, ce genre de truc. Mais qu'à quel point il n'y a pas aussi de la fraude là-dedans, pure et simple? Moi, je ne suis pas partisan des hypothèses de fraude pour parler de la finance, pas plus que je suis partisan des hypothèses... Mais le système est une fraude, déjà. Non, mais voilà, c'est ça. Pas plus que je ne suis partisan des hypothèses de trade-off. Tu vois, à la Nick Leeson, ou les financiers véreux façon Madoff, etc. Moi, mon point, si tu veux, c'est qu'il ne faut pas chercher les anomalies. Ce à quoi il faut s'en prendre, c'est à la logique de fond du système. Tu comprends? C'est ce que nous disions au début de la conversation. Dans private credit, il y a private qui veut dire private au sens de... ça ne se passe pas sur les marchés réglementés. C'est entre adultes consentants, majeurs et vaccinés. Par conséquent, foutez-nous la paix, quoi. Et tu comprends, la régulation a une espèce d'autocensure qui l'a conduit à limiter son action au domaine régulable, c'est-à-dire essentiellement le domaine des banques et des grandes institutions qui font appel ou qui collectent et traitent l'épargne publique, les fonds de pension, les assureurs, etc. Mais le private et tout ce qui est précisément dans cet énorme terrain vague qu'on appelle le shadow banking system, on n'y touche pas. Pour l'instant, on n'y touche pas. Évidemment qu'il faudra y toucher. Il faudrait même fermer le Barnum une bonne fois pour toutes. Mais pour l'instant, on n'y touche pas. Et c'est pas des questions de fraude. C'est des questions de... c'est des questions de préférence pour le risque quand on n'en mesure pas bien l'intensité réelle et la portée des conséquences. Voilà. Ce qui est quand même l'affaire de toujours de la finance. Hein. Oui et non, c'est comme ce qui change, je dirais, ces dernières, peut-être 2 décennies maintenant. Tu pourrais dire ça, après tout, pourquoi pas, hein, c'est entre adultes, majeurs, consentants, pas de problème. On pourrait dire, les gens qui ont prêté leurs 1 000 € tout à l'heure, ils en auront que 500, c'est pas grave, en plus ils ont gagné 5 fois 100 € par mois, donc par an, donc c'est bon, ils sont remboursés. Mais évidemment, laissons les faire faillite, et puis c'est pas, ça serait une vraie expérience, à ce moment-là, libérale, oui. voilà. Mais c'est rigolo parce qu'à chaque fois, la rentabilité, elle est promise, elle est due, ça, il n'y a pas de problème. Puis au moment où on dit, désolé, de temps en temps, il y a une perte, la perte, là, non, c'est jamais. Et pourquoi on ne peut pas leur dire, démerdez-vous alors? Alors, ça, c'est là. Alors, ma question plus précisément peut-être, c'est est-ce que ces fonds peuvent créer des problèmes aux banques? Mais évidemment, c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans un secteur de la finance, même shadow, qui organise des orgies entre personnes majeures et vaccinées, tout simplement parce que les petits dégâts peuvent déborder sur l'économie réelle. Ils peuvent déborder sur l'économie réelle toujours de la même manière par le canal de transmission des banques et du crédit. Tu comprends? C'est ça le point absolument fondamental. C'est pour ça que je te disais en début de notre conversation, c'est pas du côté des actions qu'il faut regarder, c'est du côté des marchés de dette. Parce que dans les marchés de la dette, l'atos insu,
sous toutes les formes possibles de la dette obligataire, le crédit bancaire, le private credit, la dette financée, la dette structurée, titrisée, etc. Dans tous les marchés de la dette, les banques sont impliquées. Et si les banques morflent, alors il s'ensuit toujours la même chose. La réaction du système bancaire après un accident financier, c'est ce qu'on appelle le credit crunch, c'est-à-dire la contraction du crédit. Avec le même zèle qu'elles ont ouvert le robinet à crédit de manière totalement indiscriminée, à destination des opérateurs de la finance, pour l'essentiel, ça va sans dire. Lorsque l'accident arrive et que les risques sont matérialisés et que l'illiquidité menace, alors les banques ferment le robinet du crédit, mais de manière tout aussi indiscriminée à la baisse qu'à la hausse, n'est-ce pas? Ce qui signifie que même les agents de l'économie réelle n'ont plus la possibilité d'obtenir un crédit pour investir quand c'est une entreprise, acheter un logement quand c'est des particuliers, etc., etc. Évidemment, le canal du crédit est un transmetteur de choc de la finance vers l'économie réelle d'une puissance tout à fait dévastatrice. C'est bien la raison pour laquelle la crise des subprimes, dans laquelle les banques étaient mouillées jusqu'aux sourcils, a dégénéré en récession ultra-violente, avec des pics de chômage, avec des déséquilibres sur les finances publiques qui se sont transformés en tensions phénoménales à l'intérieur de la zone euro, avec la monnaie unique qui est passée à deux doigts du trépas. Enfin, tu vois, ça entraîne des conséquences qui sont absolument gravissimes. Donc oui, ce sont des agents privés, private, qui font leurs petites affaires dans leur coin, mais non, on ne va pas les laisser faire, parce qu'en réalité, c'est beaucoup trop grave ce qui se produit après et qui retombe sur le dos des agents de l'économie réelle. On voit, en effet, comme tu dis très bien, qu'on a complètement échoué au-delà de réguler, de contrôler en fait ce secteur. Alors là, justement, est en train de réapparaître ce que tu dis avec le crédit privé, mais il se trouve qu'il y a des bonus, quoi. Il n'y a pas que le crédit privé où il y a des problèmes. On sait qu'actuellement, il y a des grosses interrogations sur la dette automobile, sur la dette des cartes de crédit aux États-Unis, sur les prêts étudiants. Qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs? Est-ce que là aussi, il y a une augmentation des défauts? Est-ce que ça risque d'aggraver la crise que tu vois venir? Oui, moi, c'est l'un des points les plus caractéristiques et peut-être l'un des points les plus inquiétants de la crise financière qui est en train de se former. D'habitude, la crise financière naît dans un compartiment particulier autour d'une certaine classe d'actifs particulières. Les subprimes, les entreprises .com, etc., etc. Bon. Là, si tu veux, moi, je vois le tableau clignoter aux quatre coins comme un sapin de Noël. Donc, en effet, il y a le private credit. Et puis, il y a autre chose. Il y a toutes les dettes de particuliers. Les dettes, tu les as nommées, les dettes de crédit automobile, les dettes de crédit étudiant, les dettes des cartes de crédit, qui sont remalaxées dans des produits titrisés. Hein. Parce que, oui, évidemment, la titrisation, si tu veux, après la crise, la titrisation continue, ça va sans dire. Ça fait partie des trucs qu'il aurait fallu fermer, évidemment. Hein. Bon. Mais c'est pareil, c'est les crédits bidons qu'ont fait les banques, et vous les mettez ça sur des marchés financiers, et puis vous vendez ça un peu à la BNP, un peu machin, un peu au couillon qui voudra, de l'autre côté de la planète. C'est plus chez vous le risque. Hein. Voilà. C'est ce qu'on appelle titrisation. En fait. Exactement. Autre secteur qui fait parler de lui, celui de l'immobilier commercial. Là aussi, les crédits immobiliers commerciaux titrisés. Bon, tous ces compartiments de la dette ont des encours qui sont tout à fait rondelets. On n'est pas loin pour chacun d'eux, là aussi, du millier de milliards de dollars, alias le trillion de dollars. Et dans chacun de ces compartiments, on voit ce qu'on appelle les delinquency rates, c'est-à-dire, c'est difficile, les taux de retard sur les échéances. Voilà, c'est ça, delinquency. Les taux de retard sur les échéances à 30, 60 ou 90 jours qui commencent à monter. Et, très concrètement parlant, 30, 60 ou 90 jours après l'échéance de leur paiement du service de la dette, les agents ne peuvent toujours pas payer. Alors tu comprends, les taux de delinquency sur ces dettes sont des prédicteurs assez fiables de taux de défaut en bonne et due forme à venir, n'est-ce pas? Donc on est, dans tous ces secteurs-là, on est en train de se taper une ressucée d'un équivalent subprime, mais sous stéroïdes.
Et ceci vient s'ajouter au problème du private credit, n'est-ce pas? Mais s'il n'y avait que ça serait encore formidable, car l'amuseur a plus d'un tour dans son sac. Hein. Il reste d'autres choses, et c'est peut-être le principal. En l'occurrence, c'est l'intelligence artificielle. Tu parles de l'IA, mais certains observateurs estiment qu'il y a aussi peut-être une bulle financière de l'IA. Oui, il y a un problème avec l'IA. Il y a un problème avec l'IA qui n'est pas seulement une bulle de valorisation boursière présente ou à venir, comme on en parlait au début de la conversation. C'est une bulle qui porte sur le financement de l'IA. Le financement, et essentiellement le financement par la dette. Pas seulement par la dette, mais pour l'essentiel par la dette. C'est qu'il faut bien voir les sommes astronomiques quand même qui sont investies dans le secteur de l'intelligence artificielle. Là aussi, le ticket d'entrée, c'est le $1 trillion. C'est une note de Morgan Stanley, je crois, qui a évalué la dépense d'investissement des divers acteurs de l'intelligence artificielle sur la période 2025-2029 à $3 trillions, à 3 000 milliards de dollars d'investissement. Alors, la question, évidemment, comme toujours, c'est les 3 trillions de dollars, d'où vont-ils sortir? Alors, ils sortent de différents procédés. Le premier, c'est les tours de table. J'en parle parce qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, à la toute fin du mois de mars, OpenAI a parachevé un tour de table hors norme, d'un montant de plus de 120 milliards de dollars. Alors c'est très intéressant de s'intéresser à ce tour de table parce que ça fait saisir l'une des caractéristiques du processus de développement du secteur de l'intelligence artificielle. Le tour de table de 122 milliards de dollars a été souscrit pour 50 milliards par Amazon. En contrepartie de quoi OpenAI s'engage à 100 milliards de commandes pour AWS, Amazon Web Services, c'est-à-dire l'hyperscalaire d'Amazon, les data centers. OpenAI et Amazon Web Services passent des commandes faramineuses de puces à NVIDIA. Un serveur, c'est 100 000 puces. Lequel NVIDIA investit dans le tour de table d'OpenAI à hauteur de 30 milliards de dollars. Donc tu vois, ici, c'est le manège enchanté de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas? Où les relations de capitaux propres et les relations commerciales passent les unes dans les autres, de sorte qu'on n'y comprend plus rien, où les souscriptions d'actions se transforment en bons de commande, et les bons de commande se transforment en prise de participation. Bon. Dans les figures mythiques de la finance, on parle souvent de la pyramide de Ponzi. Ici, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout une pyramide de Ponzi. En général, maintenant, Ponzi est un truc qu'on balance à tout propos et hors de propos. Ici, si vraiment il fallait donner une figure, ça serait celle plutôt de l'Ouroboros. Tu sais, l'Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent annulaire. Le problème étant que pour que le machin tienne, il faut qu'il n'y ait aucune coupure dans l'anneau. Hop là, tout s'en va. Il faut qu'il n'y ait aucune coupure dans l'anneau. Parce que sinon, tout tombe à plat. Or, des perspectives de coupure, c'est peu dire qu'ils s'en présentent. Et en réalité, de tous les côtés. OpenAI a indiqué un échéancier, un calendrier, à horizon 2030, au bout duquel ses profits finiraient par apparaître. Je te rappelle, OpenAI n'a toujours pas gagné $1. ChatGPT, pour... c'est ça, OpenAI, c'est le papa de ChatGPT. OpenAI n'a toujours pas gagné $1, on perd, je ne sais plus si c'est 6 ou 8 milliards l'année dernière, prévoit d'en dépenser lui-même 600 à l'horizon 2030, mais prie le public d'avoir confiance en ce que, à cette échéance, le chiffre d'affaires aura décollé et les profits seront apparus. Bon. Malheureusement, il y a une note d'analyste de HSBC pour qui la survenue des profits d'OpenAI à horizon 2030 est plus que sujette à caution et qui calcule même qu'à ce moment-là, il restera un trou cumulé de l'ordre de 200 milliards de dollars à combler, ce qui exigera une grosse rustine de refinancement. Tu comprends, ce qui est vraiment très impressionnant dans toute cette affaire, c'est que nous avons un investissement probablement sans précédent dans son volume
dont le financement est entièrement porté par le système financier privé à un horizon qui est relativement éloigné. Et la question est de savoir si cette situation d'ensemble est bien robuste et si la trajectoire pour atteindre l'échéance salvatrice, ou réputée telle, est stable ou pas, n'est-ce pas? Bon. Par exemple, il va falloir, dans cette séquence, il va falloir ne pas louper un seul rendez-vous de profitabilité, ni une seule étape de refinancement. Dans le développement général des opérations, il y a un moment qui s'annonce particulièrement crucial, c'est l'introduction en bourse d'OpenAI. Je rappelle que pour l'heure, la valorisation de l'entreprise OpenAI sort un chiffre de l'ordre de 800 à 850 milliards de dollars. C'est assez colossal. Au moment de l'introduction en bourse, ce sont ces 800 milliards de dollars que OpenAI espère récupérer, et davantage, si les choses vont bien, pour les recycler aussitôt en investissement, n'est-ce pas? Donc ça va être une étape du financement d'OpenAI qui est absolument décisive. Et voilà que la direction générale d'OpenAI est en proie à un conflit intestin entre le président d'un côté, la directrice financière de l'autre, quant au calendrier de la mise sur le marché. Bon. Sam Altman, le président, voudrait que ça se fasse très vite. La directrice financière, elle estime que ce n'est pas encore mûr, que ce n'est pas encore prêt, et qu'il faudra probablement différer cette introduction en bourse, avec toutes les tensions intermédiaires, n'est-ce pas, sur le financement global de l'entreprise. J'ajoute, dernier point, pour parfaire le tableau, que nos amis du private credit, ils y sont de 200 milliards aussi, dans l'investissement en intelligence artificielle, et qu'une banque comme JP Morgan chiffre, pour sa part, à 1,5 trillion de dollars l'ensemble de ses engagements dans le secteur. Donc il faudrait voir à ce que tout ça ne se pète pas la gueule quand même. Ce serait ballot. Ça serait idiot. Et de la même manière que l'industrie financière est en train de monter des CDS pour parier contre le private credit, JP Morgan, qui a l'âme charitable que l'on sait, a inventé un CDS basket pour parier contre la totalité, c'est-à-dire un CDS synthétique, en quelque sorte, qui permet de parier contre la totalité d'un secteur. En l'occurrence, un CDS basket qui permet de parier contre la totalité du secteur de l'intelligence artificielle. C'est te dire que la confiance règne. Bon, moi, c'est fait pour gagner de l'argent s'ils font faillite. Voilà, c'est exactement ça. C'est fait pour que une personne ou deux puisse faire un petit pot de beurre, si jamais d'un grand malheur, évidemment. Si jamais le reste va à volo. Donc, je récapitule. L'alarme sonne aux quatre coins du tableau de la finance. C'est ça qui est nouveau pour moi. C'est un peu anecdotique comme manière de synthétiser l'ensemble, mais si tu veux, il y a un certain nombre d'indications comme ça qui créent une ambiance. J'ai parlé des CDS qui parient sur les gadins des divers secteurs de la finance. J'ai parlé des réunions d'urgence qui sont en train de se tenir en ce moment à la Réserve fédérale ou bien au Trésor américain. On convoque les assureurs, les banques, pour savoir vous en êtes où là, sur les divers tableaux. Maintenant, il y a autre chose. Il y a les grands investisseurs. Je ne veux pas les grands investisseurs forcément par la taille, mais ceux dont le capital symbolique est puissant sur les marchés et dans la formation de l'opinion financière. Puisqu'à la fin des fins, tu sais, tout ça, c'est aussi des questions d'opinion et de croyances collectives. Warren Buffett, par exemple. Warren Buffett, ça fait 18 mois que, méthodiquement, il a liquidé toutes les positions de son fonds. Il est intégralement revenu au cash. Il est assis sur un tas de 325 milliards de dollars, complètement safe. Lui, il est là, sur le bord, sur la côte, il regarde le naufrage, et quand tout sera consommé, il sortira, et il ramassera pour un quignon de pain tous les débris. Il joue plus, quoi. Lui, il joue plus. C'est exactement ça. Retourner au liquide, retourner au cash, c'est dire « je ne joue plus ». Peter Thiel, qui n'est pas un adversaire idéologique de l'intelligence artificielle, tu vois. Peter Thiel, il a vendu toute sa position sur Nvidia. Michael Burry,
qui est un investisseur qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui a été immortalisé dans le film The Big Short. Big Short. Son personnage qui est joué par Christian Bale. Michael Burry, lui, il a acheté des options put sur Nvidia. C'est des options de vente. Pareil, pour parier que ça va se casser la gueule, en fait. Pour parier que ça va se casser la gueule. Donc, par ces options put, il est en train de shorter Nvidia, dont il se confirme ici, ou dont il s'indique ici plutôt, qu'en réalité, Nvidia est le cœur du manège enchanté de l'intelligence artificielle. C'en est simultanément le point fort et le point de très grande faiblesse. Donc, il faudra suivre ce qui se passe sur Nvidia. Cette fabricant de puces, voilà. dans la valeur a explosé d'une façon c'est complètement délirante. l'une des plus grosses capitalisations boursières de l'histoire de la bourse. Donc, si tu veux, c'est l'équivalent des canaris au fond de la mine, tout ça. Tu sais, les canaris, c'est les petits oiseaux qu'on emmenait au fond de la mine parce qu'ils étaient particulièrement sensibles au gaz qui donnait les coups de grisou. Donc, quand le canari commençait à être un peu comme ça, les mineurs savaient qu'il fallait se barrer dardard. Bon, voilà. Moi, tu vois, CDS, Réunion d'urgence, Warren Buffett, Peter Thiel, Michael Burry, c'est mes petits canaris. Bon, c'est une volière, là, tu vois. Donc là, ça fait, je veux dire, ça perd des plumes dans tous les sens. C'est bon. Donc, il est bien possible que quelque chose de gros se passe du côté de la finance. Alors, comme tu disais, finalement, tout ce merveilleux système, ça marche très bien quand tout va bien, mais pas de bol, des fois. Il peut arriver que, sans qu'on sache trop pourquoi, mais ça aille un peu moins bien. Pas totalement exclu que ce soit ce qui est en train de se passer actuellement, puisque il se passe au Moyen-Orient des choses qui sont un peu surprenantes. Évidemment, avec une guerre qui est en train de désorganiser complètement le marché pétrolier. Est-ce que tu penses déjà que ça peut durer et comment est-ce que ce choc énergétique peut s'articuler avec la fragilité financière que tu viens de décrire ? Moi, si ça peut durer, je n'en sais rien, parce que là, vraiment, il faudrait que tu demandes ça à un expert affaires géopolitique et militaire, ce que je ne suis pas. Maintenant, là où je peux répondre, si tu veux, c'est sur les conséquences économiques, comment dirais-je, telles qu'elles sont déjà enregistrées au moment où... Il se passe déjà des trucs, on va pas encore arriver, mais... Exactement, telles qu'elles sont enregistrées déjà au moment où nous parlons et sans préjudice des évolutions ultérieures. Bon. Moi, dans toutes les déclarations entendues de tous les côtés, il y en a une qui m'a évidemment énormément frappé, c'est celle du président de l'Agence internationale de l'énergie qui a dit le choc pétrolier qui s'est produit là, et je veux dire, la déclaration valait au moment où ce responsable prenait la parole, est d'une ampleur supérieure à celle de 1973, 1979 et 2022 combinés. 1973, premier choc pétrolier, 1979, deuxième service, 2022, guerre en Ukraine. Bon. Alors, c'est te dire que là, on commence à entrer en territoire bizarre. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, quoi. Il va s'en suivre un renchérissement du prix de l'énergie qui est voué à créer une double situation et de récession et d'inflation. En ajoutant par là-dessus que ce qui se passe autour du détroit d'Ormuz n'est pas un simple choc pétrolier au sens de l'essence à la pompe et le kérosène à l'aéroport, mais c'est un choc de dislocation de chaînes d'approvisionnement tout à fait fondamentales. Alors ici, c'est pareil, il faudrait que tu demandes à un expert en pétrochimie pour parler avec autorité, mais ce qui semble d'ores et déjà se dégager, c'est qu'il y a 30% de la production d'hélium qui est resté du mauvais côté du détroit d'Ormuz. Or, c'est tout à fait important, l'hélium, je ne le savais pas, je l'ai appris à cette occasion, parce que ça rentre à titre crucial dans les procédés industriels de fabrication des puces, des fameuses puces que Nvidia livre par semi-remorque. Tu comprends? Ça aussi, ça fait partie, n'est-ce pas, des occasions de déstabilisation du fragile processus de l'IA. Mais on va y venir tout à l'heure. Les produits azotés rentrent dans la composition des engrais, donc la même chose pareille, et il y a une subtile chimie du soufre et de l'acide sulfurique qui rentre dans le traitement des métaux, etc. Bon, de telle sorte que entre les pénuries de ces matières ou le renchérissement considérable de leur prix, il est possible qu'un certain nombre de secteurs industriels soient purement et simplement à l'arrêt
Tu vois, donc c'est là qu'est la combinaison toxique de récession et d'inflation. Alors évidemment, ces choses-là vont mettre du temps à se matérialiser. Hein. C'est pas pour la semaine prochaine, mais c'est voué à se produire. Je veux dire, c'est le front d'onde du tsunami est parti, quoi, et puis il s'arrêtera pas. Alors cette combinaison macroéconomique de récession et d'inflation, elle est faite pour rendre zinzin un banquier central, parce qu'elle détermine des cours de la politique monétaire qui sont diamétralement opposés. Si c'est une récession, il faut baisser les taux d'intérêt pour essayer quand même de relancer l'économie. S'il y a de l'inflation, il faut les élever. Et puis si en plus il y a une crise financière, celle dont nous venons de parler, alors là il faut les baisser, mais pas qu'un peu, pour restaurer les conditions, pour en gros inonder la plaine financière de liquidité, n'est-ce pas? Donc tu vois bien, d'un côté, augmenter les taux d'intérêt, non, baisser les taux d'intérêt, les augmenter, les baisser, c'est un truc où le banquier central, il finit avec la chemise à manches longues qu'on boutonne dans le dos, tu vois, et à prendre des pilules de toutes les couleurs. Je veux dire, donc il y a, comment dirais-je, Christine Lagarde, pour laquelle j'ai, t'imagines, enfin, l'estime que tu imagines. Hein. Christine Lagarde, quand même, semble se rendre compte que tout ce truc est en train de se mettre très, très violemment de travers. Elle a fait une interview pour The Economist il y a quelques semaines où, avec toute la modération de parole dont est capable une banquière centrale, elle disait « Je crois que les marchés ne se rendent pas bien compte encore de ce qui est en train de se passer. » J'en reviens à ce que je te disais à propos de la crise financière, parce que là, il y a une double conjonction qui pour moi, est un peu terrifiante. Il y a la conjonction des multiples crises à l'intérieur de la sphère financière elle-même, et il y a la conjonction de la crise financière d'ensemble avec cette crise géopolitique, géoéconomique déclenchée, alors là, pour des raisons qui feront encore l'étonnement des historiens d'ici quelques décennies. Mais enfin, peu importe, le machin est là, quoi. Et tout ça est en train d'entrer en surfusion. Et pour tout te dire, je me suis demandé s'il y avait des précédents dans l'histoire du capitalisme, tu vois, de télescopage d'une telle multiplicité de forces aussi gigantesques. Et je n'en ai pas trouvé. La dédollarisation, ça fait aussi des années qu'on en parle, il y a beaucoup de fantasmes là-dessus, mais avec ce que fait Trump actuellement et la guerre au Moyen-Orient, est-ce que ça te semble pas de nature à accélérer ce mouvement? Est-ce que cette perte de prééminence du dollar, ça te semble possible? Et si ça arrive, quelles vont être les conséquences pour l'Occident? Ah, tu as un art consommé de la litote, Olivier. Est-ce que ça ne me semble pas de nature à... Mais oui, bien sûr, évidemment. Écoute, ici, parce que quand même, on vit une époque tout à fait étonnante. Hein, parce que tu comprends, il y a une vaste littérature historiographique sur le déclin des empires. Mais précisément, comme son nom l'indique, le déclin des empires, c'est un déclin. Ici, c'est autre chose. Si tu veux, on a un empire qui a passé la rambarde du viaduc et qui est en train de se jeter dans le vide. Donc, le suicide de l'empire, je crois que c'est une configuration assez inédite. On verra si des historiens confirment ou pas cette intuition. Mais là, c'est vrai. Là, c'est vraiment le cas. Donc, les éléments du déclin de l'empire américain étaient déjà installés de longue date. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette analyse. Mais là, Trump a appuyé sur le champignon et on est collé au siège. Enfin, eux, ils sont collés au siège. Alors, en matière de dollars, qu'est-ce que c'est que le paysage? C'est assez complexe. Il faut bien voir que, pour commencer, les pays du Golfe sont en train de méditer l'expérience en cours, dont ils sont d'ailleurs les cobayes, donc ils sont bien placés pour méditer, et ils sont en train de réviser fondamentalement tous leurs partenariats, aussi bien stratégiques que financiers, avec les États-Unis. Tu comprends? À partir du moment où tu avais passé une espèce de contrat global avec la puissance américaine, dans laquelle l'une des contreparties était une garantie de sécurité servie par les États-Unis, et que cette garantie de sécurité est tombée en miettes au moment où elle était supposée jouer, et que par effet de report d'ailleurs,
la dite garantie de sécurité est en train de tomber un petit peu partout, notamment en Asie du Sud-Est, où les Sud-Coréens sont très contents que les États-Unis aient fait main basse sur les systèmes antimissiles qu'ils leur avaient donnés à ce titre pour les rapatrier du côté du Golfe. Tout le monde comprend bien ce que valent les engagements de sécurité des États-Unis, à savoir rien, j'allais le dire de manière un petit peu plus grossière. Excuse-moi, ils ont montré surtout une garantie d'insécurité. Ah, voilà, ils ont montré une garantie d'insécurité. Parenthèse au passage, il n'y a probablement que les dirigeants européens à être suffisamment pour croire que l'OTAN est autre chose qu'un mort-vivant. Parce que tu comprends, l'OTAN est une construction institutionnelle qui repose sur un seul article du traité qui est l'article 5, l'article de solidarité, qui fait que les membres de l'OTAN viennent à la rescousse de l'un des leurs au cas où il en appelle à cette rescousse étant attaqué par une puissance tierce. Donc, si tu veux... Sans avoir précisé la rescousse, on a fait un article sur Elucide qu'on vous met en lien, parce que la rescousse, ça peut être « je t'envoie 3 couvertures et un tweet ». Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'engagement militaire automatique. Oui. Donc, si tu veux, toute la construction de l'OTAN, en définitive, a la teneur d'un pacte de confiance. Et tu vois où en est la confiance dans la période. Pas en forme. Pas en très grande forme. Donc ça, c'est pour le côté géostratégique pour les pays du Golfe. Maintenant, il n'y a pas que ça, parce que les pays du Golfe étaient partis à un arrangement monétaire et financier international qui, pour le dire vite, consistait en ce qu'on a appelé le circuit des pétrodollars. À savoir que les États-Unis payent le pétrole aux puissances pétrolières du Golfe, et les puissances pétrolières du Golfe réinvestissent les dollars en financement, en souscription de la dette publique américaine. Alors là aussi, si tu veux, c'est un autre des manèges enchantés, cette fois-ci géoéconomique ou géofinancier, et celui-là également est en train de se mettre à dérailler, pour pas mal de raisons. La première étant que, mine de rien, les frappes iraniennes ont quand même déjà créé des dégâts sans doute significatif dans les pays du Golfe. À quelle hauteur, je n'en sais rien, hein. Donc je ne vais pas raconter de bêtises. Mais ça, c'est le premier point. Il va falloir reconstruire. Donc il faudra de l'argent pour reconstruire. La deuxième chose, le deuxième choc que ramassent les pays du Golfe, c'est un choc qui les frappe, pour ainsi dire, dans leur business model. Puisque le business model des pays du Golfe, c'était le pétrole d'un côté, et puis une espèce de lupanar pour influenceurs de l'autre, avec, tu vois, de l'immobilier pharaonique, du Burj Khalifa à 800 mètres de haut, etc., etc. Bon, à l'évidence, les influenceurs ne sont plus très partants pour vivre leur vie de plaisir dans les Émirats arabes unis, au Qatar ou en Arabie saoudite. Ils sont partis surtout. Ils sont partis surtout. Ils sont partis tout court. Donc, cette partie-là du business model des pays du Golfe est en train de s'effondrer. Effondrement qu'on mesure à la chute des prix de l'immobilier. Bon, qui est absolument à la verticale du Burj Khalifa, quoi. Voilà. Et 800 mètres plus bas, c'est tout étalé. Donc, les pays du Golfe vont avoir besoin de financements absolument considérables. Le premier mouvement, c'est de liquider leur position en titre du Trésor américain pour rapatrier du dollar. Donc, il va sans dire que, parce qu'à hauteur, si tu veux, les encours de dette américaine que ces gros créanciers-là détiennent sont absolument astronomiques. Donc, il s'en suivrait une première déstabilisation tout à fait conséquente dans les marchés de la dette publique américaine. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, évidemment, il est du côté de la Chine. Alors, du côté de la Chine, c'est assez intéressant parce que, comme tu l'as vu toi-même, désormais, les Iraniens ont posé une guérite de péage à la sortie du détroit d'Ormuz. Et puis, il y a une clause particulière, c'est que désormais, le trafic va être libellé en yuan et plus en dollars. Je ne sais pas si ça va tenir, mais c'est pareil, là aussi, ça indique une tendance. Ou plus exactement, ça
approfondit une tendance qui est déjà à l'œuvre, qui est la tendance consistant à relibeller le commerce international, non plus en dollars, mais en yuan, avec un système de paiement interbancaire qui est l'équivalent du système SWIFT dominé par les Américains, qui a été créé entre la Chine, la Russie, l'Inde peut-être. Voilà. Donc, si tu veux, il y a une nouvelle plateforme des paiements du commerce international qui est en train de se constituer là et qui va, là aussi, retirer mécaniquement de sa substance à l'univers dollar. Il est absolument évident qu'un nouvel hégémone est en train d'émerger, c'est la Chine. Alors, jusqu'où et à quelle vitesse? C'est ça la question. Puisque, en effet, toutes ces forces, toutes choses égales par ailleurs, concourent à l'affaiblissement de l'hégémonie monétaire américaine, c'est-à-dire à la destitution du dollar de son statut de devise clé dans le système monétaire international. Mais, comme tu sais, la nature a horreur du vide. La destitution ne sera complète que lorsque l'institution d'un nouvel hégémone monétaire ne sera accomplie. Là, les dirigeants chinois ont une décision particulièrement délicate à prendre. Bien sûr, ils aspirent à l'hégémonie. Ils seront la nouvelle puissance hégémonique. Et probablement aspirent-ils à décliner l'hégémonie dans tous les compartiments du jeu, la production matérielle, la puissance militaire et la puissance financière et monétaire, c'est-à-dire à instituer le yuan comme nouvelle devise clé du système monétaire international en lieu et place du dollar. Oui, mais voilà, pour ce faire, il ne suffit pas d'avoir du commerce libellé dans sa monnaie. Il faut aussi avoir une place financière très attractive, c'est-à-dire profonde et liquide, proposant toute la gamme des actifs financiers, notamment sur les titres de la dette publique, les produits dérivés qui permettent de couvrir, etc., etc. Pour l'instant, la place financière chinoise n'y est pas du tout. Je ne dirais pas qu'elle est inexistante, mais c'est pas loin. Pour accéder à ce statut-là, les dirigeants chinois doivent prendre la décision cruciale d'ouvrir ce qu'on appelle le compte de capital de la balance des paiements. La balance des paiements, comme tu sais, enregistre tous les flux d'argent entre un pays et son extérieur. Les flux d'argent liés au commerce des biens, au commerce des services, mais aussi les flux d'argent financiers, ceux de l'investissement direct et ceux des mouvements de ce qu'on appelle la hot money, c'est-à-dire les capitaux de court terme. Et il faut réaliser l'ouverture du compte de capital de la balance des paiements pour donner à la place financière chinoise le statut, l'importance qui lui permettra d'être le support du yuan, nouvelle devise clé. Le problème, et ça je pense que les Chinois en sont conscients, c'est que l'ouverture du compte de capital signifie ipso facto l'importation de toutes les forces déstabilisatrices de la finance. Et ça, je pense que les Chinois en sont conscients et qu'ils ne contemplent pas cette perspective sans en peser les risques. J'ai eu la chance, il y a longtemps, de diriger la thèse d'un doctorant, désormais docteur, mais même chercheur, qui s'appelle Nathan Sperber, qui avait fait une remarquable thèse sur l'économie chinoise et sur l'opportunité, ou pas, de qualifier le capitalisme chinois de capitalisme d'État. Moi, je pense que c'est l'un des plus grands connaisseurs de l'économie et de la politique chinoise. Il vit en Chine, il y enseigne, il est parfaitement cynisant. Je veux dire, si un jour tu veux avoir un topo complet sur la Chine, vraiment c'est à lui qu'il faut faire appel. Et tout ce que je te raconte est en quelque sorte dit par procuration à partir de son savoir à lui. Il a écrit des papiers sur les problèmes de l'ouverture du compte de capital, de la balance des paiements chinoises, etc., etc. Mais en tout cas, voilà les termes du dilemme. Bon, si les Chinois étaient des Américains, tu vois, je veux dire, tout l'empire américain dans toutes ses composantes est en train de se mettre à la rue. Si les Chinois étaient des Américains, ils se précipiteraient. Mais les Chinois ne sont pas des Américains, vu qu'ils sont Chinois. Et ils ont le sens du long terme. Donc je pense que c'est avec cette disposition d'esprit qu'ils sont en train de peser le pour et le contre dans le problème stratégique qui est le leur en ce moment. Maintenant, si tu veux, conclusion synthétique. Oui, nous avons affaire à cette chose étonnante en quoi consiste un suicide impérial.
Alors, on voit que l'avenir s'annonce quand même assez compliqué, mais on a aussi parfois l'impression qu'une crise économique, ça vient toujours d'une façon brutale, presque du jour au lendemain. Est-ce que c'est vrai ou c'est des choses qui mettent forcément beaucoup de temps à s'installer? Il y a des crises économiques de plusieurs sortes. Tu as les crises endogènes de ces séquences historiques de l'accumulation du capital que les régulationnistes ont appelées des régimes d'accumulation. Ça, c'est un processus lent. Si tu veux, la crise peut se manifester brutalement, mais il ne faut pas s'y tromper. Elle a été préparée de longue date. Si tu veux, la thèse des régulationnistes, une thèse très dialectique au sens marxiste, au sens du matérialisme historique, c'est que la structure engendre une conjoncture qui, dans le long terme, a des effets de retour sur la structure et la torde jusqu'à l'amener à un point critique. De sorte que c'est le succès même du régime d'accumulation qui va faire sa propre arrivée aux limites et sa propre entrée en crise. Ça, c'est des processus de long terme. Alors, tu vois ce qui est en train de se passer, la crise économique autour du Golfe. Celle-là, comment dirais-je, elle tombe de nulle part. Si on peut appeler la tête à Donald Trump nulle part. En réalité, dans l'ordre des accidents économiques, tu as toutes les temporalités. On parlait de la crise financière tout à l'heure. En général, les crises financières se manifestent phénoménalement parlant par des épisodes d'une extrême brutalité. Je veux dire, quand une ruée se déclenche pour de bon, alors là, c'est panique dans tous les sens. Mais c'est pareil, ça peut prendre du temps à se former. Nous en parlions tout à l'heure. La montée des demandes de retrait dans les fonds de private credit, il faut l'envisager sur l'année pour la voir produire ses effets en termes de tension sur la liquidité de ces fonds. Bon. Dans le secteur de la crise économique, il va falloir du temps pour que se matérialise l'inflation, les faillites d'entreprises, la montée du chômage, etc. Et toutes sortes d'effets qui vont contribuer à l'interaction des deux crises, dont il faut absolument qu'on parle, de la crise financière et de la crise économique. Alors là, nous avons affaire à des temporalités qui sont de l'ordre plutôt du trimestre ou du semestre. Voilà. Donc il faut pas... C'est pas pour la semaine prochaine, je veux dire. Sauf à ce qui est... Parce que ça, on ne sait jamais. Des fois, on peut être surpris. Une situation avait mûri dans un coin, on ne l'avait pas vu venir, et puis là, tout d'un coup, quelque chose se déclenche. Tu sais, comme pendant la crise des subprimes, un beau jour... en fait, c'est toujours comme ça que ça se passe. Tu sais, c'est des faillites qui frappent les esprits. En avril 2007, ou mars 2007, c'est National Countrywide, qui est une banque qui fait du crédit immobilier, elle fait faillite. 2 ou 3 mois plus tard, c'est des hedge funds de Bear Stearns. Un mois encore après, c'est 3 hedge funds de la BNP. Et c'est comme ça que les choses... Et puis, à un moment, ça passe à seuil critique, et boum, tout se précipite. Et comment tu vois justement cette intrication entre les deux crises dont tu parles? Mais moi, je me demande si c'est pas là la source de toxicité la plus grande, en fait. Parce que, d'abord, c'est une interaction à double sens, c'est une interaction qui va de la finance sur l'économie et de l'économie sur la finance. Alors, de l'économie sur la finance, c'est gratiné, parce que, reprends le tableau de tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que le secteur du private credit est en train de devenir un truc un petit peu nucléaire? C'est la croissance des taux de défaut des entreprises. Au moment où UBS fait sa prévision de « Ah, il faudrait se faire à l'idée que les taux de défaut vont monter vers les 15%. » La guerre en Iran n'a pas été déclenchée, je te signale. C'est bête, ça. C'est ballot, Mais il ne faudrait pas le faire, sinon c'est dangereux. Non, il faut surtout s'abstenir. Parce que pas le moment. Ça peut très mal finir. Ça peut très mal finir. Donc, inutile de te dire qu'avec l'entrée en récession consécutive au choc pétrolier, ça va être une hécatombe du côté des entreprises, et spécialement du côté des entreprises qui forment l'actif sous-jacent du private credit. Donc je te rappelle que ce n'est pas les plus en forme. Bon. Donc là, les taux de défaut vont littéralement exploser. C'est pareil, cette tension-là, il va falloir attendre un trimestre ou deux pour que ça se matérialise. Donc là, il y a quelque chose qui est terrible. Du côté de l'intelligence artificielle, dont nous avons vu que la trajectoire était à la limite de la perte de stabilité. Alors là, il se passe des choses qui sont tout à fait étonnantes, puisqu'on a envisagé les conséquences du choc pétrolier en termes de pénurie sur l'hélium, grâce auquel on fabrique les puces qui permettent de constituer la capacité de calcul et de l'amener au niveau qui est nécessaire
pour la matérialisation du chiffre d'affaires et des profits de OpenAI ou de Anthropic. Si tu ne peux pas monter la capacité de calcul au niveau requis, faute des puces disponibles, évidemment, c'est là que ça se met complètement traviole. Bon. Alors, il ne faudrait pas bloquer les 3 d'Ormuz, ce ne serait pas une bonne idée. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Je veux dire, et c'est d'autant moins une bonne idée que du côté de l'IA toujours, tu comprends ? C'est un secteur qui est énergivore au possible. Donc, dans la facture de l'IA, il y a les coûts d'énergie. Je ne sais plus quelle note d'analyse, je crois que c'est HSBC également, qui a estimé la consommation d'énergie du secteur de l'intelligence artificielle à horizon de 2030 comme étant intermédiaire entre la consommation d'électricité de la Floride et celle du Texas. Et lorsque les mêmes analystes d'HSBC ont produit cette note critique qui indiquait que la matérialisation des profits de OpenAI à l'horizon 2030 était rien moins que sûre et qu'en réalité, il y aurait plutôt un trou cumulé de 200 milliards de dollars qu'il faudrait combler, cette estimation-là a été faite sur la base de coûts de l'époque, c'est-à-dire en novembre 2025, avec des coûts énergétiques sans commune mesure avec ce qu'ils sont en train de devenir. Donc tu comprends, le choc en retour de la crise économique sur les différents compartiments de la finance, le private credit, l'intelligence artificielle, s'annonce ultra violent. Ceci pour ne pas parler du troisième secteur de la finance dont nous avons évoqué le sort tout à l'heure, à savoir les dettes des particuliers, auto, étudiants, carte de crédit, etc. Et les particuliers, ils s'apprêtent à passer un sale quart d'heure également avec la récession. Donc, nous avions 3 secteurs de la finance qui étaient à la limite du gadin et à qui il ne manquait qu'une pichenette pour s'écrouler, et les voilà qui vont se manger chacun un parpaing dans la gueule. Donc, si tu veux, de ce côté-là, ça ne va pas bien. Ça, c'est l'interaction de la crise économique vers la crise financière. Ah, alors maintenant, mon bon seigneur, il y a également le trajet de retour ton serpent, là, de la crise financière à la crise économique. Alors ça, le schéma est d'un parfait classicisme, hein, si tu veux. C'est celui que j'ai évoqué tout à l'heure. C'est le schéma du credit crunch. Les banques vont fermer le robinet du crédit à bloc sur une économie qui est déjà entrée en récession. Ça va bien l'aider d'être prise à la gorge alors qu'elle est en train de faire un AVC. Bon, donc là aussi, l'interaction est terriblement toxique. C'est pour ça que je vois le système de l'interaction de l'économie vers la finance et de la finance vers l'économie comme une sorte de troisième crise superposée aux 2 autres. C'est presque une crise en soi, si tu veux. Et c'est ça qui me fait dire que quand même, là, on a des lendemains pénibles, quoi, qui doivent être en train de se préparer. Je préfère me tromper, hein, pourvu que je me trompe. Mais oui, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a toujours ces banques qui ne font pas leur métier de base, qui étaient normalement de prêter de l'argent à des entreprises non subclaquantes et à des emprunteurs ménages qui ont une certaine probabilité de rembourser. Pourquoi elles se retrouvent encore à les prêter? Parce qu'on est quand même dans un truc où on est bien d'accord, hein, que je comprenne bien. Elles ont prêté de l'argent à des fonds de crédit privé, dont le métier est de prêter cet argent à des entreprises qui ne peuvent pas avoir des crédits directement de la banque. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est bien ça quand même. C'est pas loin d'être ça. Pourquoi on n'arrive pas à avoir un secteur financier où on fait un compartiment où ils font tous leurs joujoux, leurs orgies, machin, sans problème, puis ils ont perdu de l'argent, on a perdu de l'argent. Et puis la banque où j'ai mis mon argent, ce qu'elle fait, c'est qu'elle l'utilise pour prêter, alimenter des crédits à l'économie réelle. Puis on fait 2 choses différentes. Enfin, ça, on en revient sans arrêt à ces banques universelles. Mais ce dont je parle, c'est pas un rêve marxiste de je sais pas quoi. On est bien d'accord. C'était le cas pendant 60 ans, après la crise de 1929, qui a fait le chemin des Trente Glorieuses aussi. C'est la question politique par excellence. La question politique, c'est pas est-ce que ça va profiter à la FI ou je sais pas quoi, etc. En première instance. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Mais c'est pas ça la question en première instance. La question politique en première instance, c'est quelle sorte de marge de manœuvre s'ouvre-t-il pour les politiques publiques de re-régulation de la sphère financière lorsqu'il y a eu un énorme accident dans la sphère financière? C'est ça la question, tu comprends? Tout ce que tu évoques ne parle que de ça. Normalement, en 2008, le secteur financier aurait dû être mis au pas
avec la dernière brutalité. Tu m'entends? Avec la dernière brutalité. Moi, je me souviens, à l'époque, je n'ai pas arrêté d'écrire des textes, j'en ai relu un il n'y a pas longtemps qui s'appelait « 4 principes et 9 propositions pour en finir avec les crises financières ». Bon, c'était un peu du brutal. Mais ces choses-là qu'on ne peut jamais faire en temps ordinaire, on ne peut jamais les faire, parce que le capital financier est beaucoup trop puissant. Il te met en échec immédiatement une politique économique qui est adverse aux intérêts de la finance, c'est-à-dire qui se propose à toucher aux structures de la finance déréglementées. Mais lorsque l'accident financier est avéré, lorsqu'il est matérialisé, et que les banques sont dans les mains de la puissance publique pour être relevées, je te le rappelle, là, tu peux faire toutes les choses que tu ne peux pas faire d'habitude. Alors maintenant, il faut faire un petit peu d'histoire politique. En 2009, juste après la crise des subprimes, Obama vient d'être élu. Il réunit les banquiers de Wall Street. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, les gens, l'opinion publique, sont fous de rage contre vous. C'est-à-dire avec vos conneries, vous les avez fait expulser de leur logement. Nous devons sauver les banques, parce que ça serait une question douloureuse, dont il faudra peut-être parler tout à l'heure. Si nous ne sauvons pas les banques, en réalité, c'est toute l'économie qui s'effondre, parce que les banques tiennent en otage, et c'est une prise d'otage qui est d'un autre format, si tu veux, que celle des cheminots ou des éboueurs. Hein. Les banques tiennent en otage toute l'économie, de telle sorte que si les banques calanchent, tout le reste calanche à sa suite. C'est pour ça qu'à l'époque, tu t'en souviens peut-être, Éric Cantona, qui est très sympathique, il avait appris comment on traite avec les fascistes, hein, tu vois. C'était un coup de semelle à crampon dans la tronche. Bon, Éric Cantona avait été un peu sorti de son domaine de compétence, il avait appelé tout le monde à retirer son argent des banques pour les punir, entre guillemets. À supposer que c'eût été possible, c'est nous que nous aurions auto-punis, puisque les banques s'effondrant, nous n'avons même plus accès à nos propres moyens de paiement. Il faut se représenter ce que c'est, hein, l'effondrement bancaire, si on ne le rattrape pas. L'effondrement bancaire, c'est... plus aucun paiement n'est possible. Tu peux aller au distributeur à billets, il n'y a plus une coupure qui sort. Tu peux faire un chèque, il ne sera pas traité. Un virement bancaire, je ne t'en parle même pas. Donc, si tu veux, tu vas te débrouiller pour passer la semaine avec ton stock de pâtes. Et puis après, ça sera l'aventure. Bon. Donc voilà, c'est un point d'une extrême importance. Nous devons sauver les banques en économie capitaliste parce qu'elles tiennent toute l'économie productive en otage. Et il y a de quoi devenir fou de cette situation. Il y a de quoi devenir fou. Bon, alors, comment est-ce qu'on accommode une tension politique pareille? Avec une seule contrepartie, c'est on vous met au pas, mais alors là, cette fois-ci, on va vous faire passer le goût du pain. Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Non, évidemment. Pourquoi? Parce que nous avions le socialisme responsable au pouvoir un peu partout. Hein. C'est son ennemi quand même. Oui, voilà, je vais y venir. En 2009, je te rappelle, en 2009, c'est Obama qui vient d'être élu. Bon, et te disais-je, il réunit les grandes banques de Wall Street et il leur dit, entre les fourches et vous, il n'y a que moi. Ça commençait bien quand même. C'était, si tu veux, une sorte de rappel à l'état du rapport de force réel. Voilà. Ça commençait pas très bien, il fallait dire allez-y, laissez passer les fourches. Exactement, t'as raison, c'est ça qui est refait. Le rapport de force réel a-t-il été exploité? Pas le moins du monde. Bon. En France, qui c'est qui se retrouve avec le merdier post-subprime? Du Sarkozy, mais ça compte pas. Après, c'est François Hollande. Et la finance est son ennemi. Et tu te souviens comment ça s'est terminé? On a fait une espèce de loi qui devait séparer les banques commerciales et les banques d'investissement. Cette loi a été complètement évidée par l'action industrieuse du lobby bancaire, en plein accord avec Bercy, lui-même en plein accord avec l'Élysée. Voilà ce qui s'est passé. Bon. Donc, à un moment, ce qu'il faut espérer, c'est que l'énorme crise que moi je vois venir, et de tous les côtés, aboutira à une situation qui, 15-20 ans plus tard, ne donnera pas les mêmes résultats. C'est ça qui est en question.
Mais dans ton schéma, tu ne parles pas de l'État, parce qu'on sait qu'il a été très présent en 2008. En effet, il était intervenu pour essayer de se mettre un peu entre la foule Oui. violente et le secteur financier qui était responsable du bordel de l'époque. Mais là, est-ce que tu penses que l'État il pourrait intervenir? Est-ce qu'il en a les moyens pour aider encore soit les acteurs économiques qui en auront besoin, soit les acteurs financiers qui auront été encore à l'origine du problème? Parce qu'on voit que les situations financières, les inquiétudes sur l'État ne sont pas du tout celles de 2008, où à l'époque, la dette, c'était pas un sujet. Oui. C'est un sujet, oui, lointain, de blabla de trucs, mais c'était pas un sujet vraiment prégnant. Oui. Là, toi, qui sont à chaque fois que Fitch dit quelque chose, voilà, c'est qu'est-ce qui va se passer? Non, Ils ont pas tort. la question n'est pas de savoir si l'État pourra, ou plutôt à la question de savoir si l'État pourra, la réponse est que l'État devra. L'État lato sensu, c'est-à-dire l'ensemble des institutions hors marché dans lesquelles il faut inclure la Banque centrale, à titre principal quasiment. Lorsqu'il y a une crise financière, c'est la banque centrale qui intervient parce que la crise financière finit par frapper les banques privées, que l'hypothèse que les banques aillent au tapis n'est pas admissible et que par conséquent, il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut inonder la plaine de liquidités. C'est-à-dire, il faut éviter à tout prix qu'un agent de la sphère financière, bancaire, tant soit peu important, soit frappé d'une crise de liquidité, c'est-à-dire soit dans l'incapacité de faire face à ses obligations de paiement instantanées. Parce que si ceci se passe, alors c'est le célèbre effet domino. Il n'y a pas besoin qu'une très grosse institution financière aille au tapis pour déclencher un risque systémique. Je te rappelle qu'en 2008, Lehman Brothers n'est pas une grosse banque. C'est une banque dont le total de bilan était de l'ordre de 600 ou 700 milliards de dollars. Rien à voir avec, je ne te parle même pas de JP Morgan ou de Citigroup ou de je ne sais pas quoi. À l'époque, la BNP avait un total de bilan qui était de l'ordre de 2000 milliards d'euros. Tu vois. Bon. Le problème, c'est que si Lehman tombait, aussitôt après, c'est AIG qui tombait. Et AIG, c'était le premier assureur américain. Ah, alors là, pardon. Mais là, si AIG tombait, c'est tout le reste de la planète financière qui était au tapis dans l'instant. À cet égard, je me souviens avoir lu qu'en apprenant que Lehman était tombé et que AIG était next in line, Henri de Castries, qui était le président, ou BBA, je ne sais plus à l'époque, qui était le président d'AXA, une petite entreprise provinciale que tu connais bien, avait décroché son téléphone pour appeler Christine Lagarde, qui à l'époque était ministre de l'économie de Sarkozy, et pour lui dire, écoutez, là, il faut que les Américains arrêtent le tir immédiatement, parce que si AIG tombe, moi je tombe aussi. Et puis je ne serai pas le seul d'ailleurs. Et Christine Lagarde avait pris son plus beau téléphone pour appeler Hank Paulson, qui était son homologue au secrétariat au Trésor américain. Hank Paulson, qui par ailleurs, c'est pour la petite histoire, était un ancien président de Goldman Sachs. Bon, ça fait partie des choses dont on pourra éventuellement reparler. Donc, lorsqu'une crise financière, du calibre de celle que nous sommes en train d'envisager, à titre hypothétique, lorsqu'une crise financière de ce calibre se produit, la première institution publique ou non privée à monter au créneau, c'est la Banque centrale. Ça, c'est sûr et certain. Et elle doit y aller immédiatement et elle a intérêt à mettre les volumes. Bon. Et puis aussitôt après, il y a l'État. Donc en gros, le déclenchement des secours suit un schéma assez classique. 1, la Banque centrale. 2, l'État. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'État ? Qu'est-ce qui s'était passé en 2008-2009 avec l'État ? L'État avait accordé aux banques une espèce de package qui consistait en un mélange de garanties sur leurs prêts, c'est-à-dire si les banques n'étaient pas capables de rembourser, c'est l'État qui remboursait à leur place, et des enveloppes de recapitalisation pour restaurer la situation financière des banques, en termes techniques pour restaurer leur solvabilité, de telle sorte qu'elles soient de nouveau en état de prêter et d'alimenter l'économie réelle en crédit. Donc c'est ça, l'ensemble du paquet de secours. C'est ça la première phase de l'intervention de la puissance publique. Évidemment, si on s'arrête là, les fourches sortent. Ça, c'est bien vrai. Les fourches sortent. Oui, mais dans ce que tu dis, c'est gentil, mais ton état secouriste, là, il est déjà un peu sous masque à oxygène parce qu'il est sous pression déjà des marchés financiers, il a des difficultés à trouver trouver des financements. Tu penses que ça peut être aussi facile que ça ? Non, ça ne peut pas être aussi facile que ça, en effet.
là encore, on va prendre les choses du point de vue européen. Bon, tu sais que les États-Unis sont des grands émetteurs de dogmes économiques dont ils ne respectent pas la première ligne eux-mêmes et qu'ils réservent à l'usage des Européens, qui, eux, sont suffisamment idiots pour les prendre au pied de la lettre et pour se les appliquer avec la dernière sévérité. Alors, en particulier, dans les dogmes qui sont émis depuis les universités américaines, il y a celui de l'équilibre des finances publiques, du niveau de dette publique au-delà duquel la croissance est atteinte, et tout ce genre de sottises à l'avenant. Bon. Les États-Unis, ils n'ont pas la moindre difficulté, ils n'ont pas le moindre état d'âme à laisser le déficit budgétaire se creuser autant qu'il le faut pour relancer l'économie. Bon, la Banque centrale ne fait pas de problème parce que dans les missions de la Réserve fédérale, il entre à part égale de contrôler l'inflation et de contrôler l'emploi, et pas l'un des deux seulement. Bon, c'est en Europe qu'on fait tout de travers. Alors, c'est pour ça qu'en général, il y a du retard à l'allumage. Mais tout ça va se payer dans tous les compartiments du jeu. Parce que, une fois encore, il va y avoir cette affaire de sauvetage des banques. Et il n'y a rien pour rendre folles de rage les populations comme de devoir sauver les banques. J'ai fait référence tout à l'heure à cet entretien qu'a donné Christine Lagarde à The Economist. Au début de l'entretien, elle dit de sa petite voix flûtée « Je ne suis pas sûr que les marchés aient bien compris, n'est-ce pas ?» À la fin de l'entretien, la rédactrice en chef de The Economist lui pose la question des conséquences politiques du choc à venir et des tensions, à la fois sociales et politiques, que le choc ne manquera pas de créer à l'intérieur des États membres de la zone euro. Et alors évidemment, c'est la rédactrice en chef de The Economist, donc elle parle avec les mots qu'elle connaît. On ne peut pas lui demander plus. Donc elle dit à Christine Lagarde « Ah, est-ce que vous ne craignez pas que le choc économique donne lieu à une remontée des populismes ?» Bon. Et que ceci soit de nature à mettre en péril la construction monétaire européenne. Eh bien, la réponse de Christine Lagarde est beaucoup plus éloquente que celle qu'elle fait à la première question. Christine Lagarde répond « passe ». Elle ne répond pas. Elle ne veut pas répondre à la question. C'est dire qu'elle en a lourd sur la patate et qu'elle sait un peu à quoi s'en tenir. Donc, tout ça pour te dire que de la même manière que ce qui s'était passé à la suite de la crise des subprimes pendant la première moitié des années 2010, à l'intérieur de la zone euro. Je te rappelle que l'euro a fait ce qu'on appelle les near-death experiments, tu vois, hein, 2 fois de suite. Et il a failli pécloter pour de bon à la 3e, dont l'a sauvé Mario Draghi, qui avait remplacé Jean-Claude Trichet à la tête de la BCE, et qui a eu la phrase magique en disant « Pour sauver l'euro, nous déploierons whatever it takes, quel qu'en soit le coût, quoi qu'il en coûte, comme dirait l'autre. Donc on mettra tout ce qu'il faut de liquidité pour sauver le système financier et la zone monétaire européenne avec. » Voilà. Bon, écoute, nous verrons bien, hein. Nous verrons bien. Mais de la même manière que la crise financière, suivie de récession économique en 2007-2008, avait propagé ses effets à l'intérieur de la zone euro en la mettant sous des tensions formidables, eh bien de la même manière ici, le combo de crise financière, de crise économique et du système de leurs interactions va envoyer une onde de choc absolument massive à l'intérieur de la zone euro, dont la question de savoir si elle pourra soutenir le choc se pose d'ores et déjà. Et la réponse n'est pas acquise. Alors maintenant, moi, je vais te dire, parce que tu vois bien, on est en train d'envisager dans ce scénario hypothétique des conséquences de très grande ampleur. Et puis, tu me poses la question de la forme que peuvent revêtir les interventions des puissances publiques. C'est là que cette affaire se transporte inévitablement dans la sphère de la politique.
Parce que moi, la seule chose à laquelle je pense dans cette affaire, pour essayer de me tirer moi-même du désespoir complet, c'est à une sortie par le haut. Cette sortie par le haut, pardon, cette sortie par le haut qui aurait été possible en 2008-2009, alors que les puissances publiques avaient le système financier à terre et les banques à leur pogne, littéralement, dans un rapport de force qui permettait de faire à peu près tout ce qu'on voulait. Rapport de force qui va se recréer si ce scénario voit le jour. Mais donc cette fois-ci, il faudra profiter. Parce que, tu comprends, les fenêtres historiques, surtout de cette largeur, ne s'ouvrent pas tous les 4 matins. La dernière fois, c'était il y a 20 ans. 18. Là, c'est pas une fenêtre qui va s'ouvrir. C'est une véranda. Donc là, il faut y aller, il faut la prendre. Pour ça, évidemment, il faut un pouvoir politique installé au gouvernement qui soit désireux de la prendre. Et ceci nous reconduit à l'aléa, pour ce qui est de la France, à l'aléa de 2027. Mais ce qu'il s'agit de dire ici, c'est que la puissance publique a ses interventions à chaud pour éviter le cataclysme complet, mais l'essentiel de son intervention, ça doit être celui de reprendre la main sur le système financier pour en proposer une restructuration de fond en comble qui mette un terme et définitivement au cirque des marchés financiers déréglementés et qui recentre la finance sur l'activité des banques, elle-même recentrée sur ce dont tu parlais un peu plus tôt dans notre discussion, à savoir l'unique activité de tenir les comptes des agents économiques et de leur proposer des crédits raisonnables quand ils ont des investissements à faire. En 2008, lorsque ces questions-là étaient revenues sur la scène du débat public pour être très rapidement balayées, même les anglo-saxons, même un journal qui est quand même une espèce de parangon d'idéologie néolibérale comme The Economist, évoquait la thèse que le métier de banquier, fondamentalement, doit redevenir dull and boring, c'est-à-dire terne et ennuyeux. Eh bien oui, c'est ça. Si tu veux, tout ce Barnum qui a développé une forme de vie, s'est développé une forme de vie dans la finance déréglementée, à base de bonus, de champagne, de coke et de prostituées. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose d'invraisemblable. Tout ce truc doit être fermé. Vous voulez aller dans la finance ? Ça n'est plus ça que vous y trouverez. Ça, c'est terminé. Mais il faut avoir les gouvernements capables de le faire. Oui, mais justement, pour avoir les gouvernements capables de le faire, on est face à une vraie difficulté parce qu'on a un peu l'impression que tout ce dont on vient de parler, ça ne soulève pas déjà l'intérêt des foules. Et en tout cas, on voit clairement que la gauche semble avoir abandonné cet espace d'économie et de finance. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Ah, détrompe-toi. C'est toujours pareil. Ça ne soulève pas l'intérêt des foules en temps ordinaire. Mais lorsque les conséquences se font connaître, ah, si, ça intéresse beaucoup les foules. Ça les intéresse énormément. Je t'ai parlé des fourches de Obama. C'est dire que les foules étaient déjà en train de retourner au râtelier. Mais moi, je voudrais évoquer un souvenir qui est un souvenir qui date de 2009 et de janvier 2009 précisément. Les syndicats avaient appelé à une très grande manifestation nationale à Paris. Je me souviens, j'y avais participé, c'était une manifestation absolument énorme. Pourquoi les gens étaient-ils descendus à centaines de milliers dans la rue ? Et en fait même à millions. Parce qu'ils étaient foudrages. Ils étaient foudrages qu'on sauve les banques. En partie à leurs frais, et que de toute façon on les sauve alors qu'elles étaient en train de répandre la dévastation sociale à l'état pur. Quand la dévastation sociale va commencer à se manifester, crois-moi, les gens vont connecter les points. Hein. Et puis, si jamais c'est nécessaire, nous les aiderons à les connecter et à rapporter les effets aux causes. La foule était incroyablement nombreuse, alors même que l'appel à manifester
qui avait été produit par l'intersyndicale de l'époque reposait sur des mots d'ordre d'une indigence consternante, à base de partage des richesses, partage du temps de travail, qui sont des choses très très honorables, hein, c'est pas mon point. Mais si tu veux, il se créait là, pour la première fois en 30 ans de mondialisation néolibérale, il se créait là une opportunité sans pareille de refaire de la politique anti-capitalisme néolibéral. La chose qui n'avait jamais été possible jusqu'à présent. Et cette opportunité-là, les syndicats l'avaient complètement vendangée. Enfin, je veux dire, c'était... en réalité, c'était à pleurer. Bon. Alors, je ne sais pas si l'intersyndicale d'aujourd'hui vaut beaucoup mieux que celle de l'époque. Hein. Bon, je te vois, tu ris, et tu considères que c'est une question rhétorique. Mais peu importe. Crois-moi, les foules vont s'intéresser à ça. Oui, mais le problème, c'est qu'elle s'y intéresse, comme tu le dis très bien, après l'accident. Le problème, c'est qu'elle s'y intéresse avant l'accident pour qu'on essaye de... oui, non, mais justement, là, elles vont s'y intéresser après ce que j'aimerais être l'accident de trop, mais je me méfie de moi, parce qu'en 2009, j'avais écrit un livre qui s'appelle « La crise de trop ». Bon, visiblement, non. Cette crise-là n'avait pas encore suffi, donc il en aura fallu au moins une autre, à l'évidence. Bon, que veux-tu que je te dise ? On s'y intéresse toujours trop tard, mais précisément, cette fois-ci, il s'agit que cette manifestation d'intérêt ait soit de l'ampleur qui permette que le problème soit réellement pris à bras-le-corps. Enfin. La difficulté aussi pour prendre ce problème à bras-le-corps, tu en as parlé dans un vraiment formidable article sur ton blog, La Pompe à Finance sur le Diplo, sur l'article sur les collaborateurs. Tu parles justement de ces collaborateurs pour désigner ceux qui font tourner cette machine néolibérale. Alors tu utilises un mot qui est fort, mais est-ce que dans une crise pareille, c'est pas aussi l'occasion de se débarrasser de ce type de profil qui finalement monopolise l'espace public et les lieux de pouvoir ? Ah oui, absolument. C'est l'un des grands enjeux. Si tu veux, moi ce que je pense, c'est que lorsque surviennent des événements de cette magnitude, nous avons affaire à la fois à une crise de légitimité et à une crise de souveraineté du capital. Le capital, c'est le propre du capitalisme. Le capitalisme est une formation sociale qui affirme la souveraineté du capital sur l'ensemble des activités de la société. Pas seulement celle de la reproduction matérielle, d'ailleurs, sur la totalité des activités de la société. Bon. Des crises aussi profondes, dont les causes sont aussi claires, ont également la teneur d'un effondrement de légitimité du capital et de tous ses agents. C'est-à-dire aussi bien ceux de la finance, ceux du patronat, que tous ces intellectuels organiques, experts en peau de lapin, éditorialistes économiques, etc., qui n'ont jamais cessé, depuis 40 ans, de répéter le gospel néolibéral et qu'il n'y avait aucune autre alternative, comme tu sais. Bon. Là, ce sont des événements tels que ce discours n'est plus audible. Et en effet, c'est une énorme vidange qu'appellent des crises de cette ampleur. Et tout doit partir dans la bonde, c'est-à-dire les structures du capitalisme déréglementées et tous ses desservants. Pour terminer, je voudrais qu'on refasse un petit point sur l'intelligence artificielle. Alors, en supposant que cette technologie continue à se développer et qu'on arrive même à automatiser les emplois industriels, voire aussi des emplois créatifs, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de réfléchir à une société post-travail où finalement le travail ne serait plus juste une question de survie, même si évidemment il y a des limites, notamment quand on sait qui possède cette technologie et ce que ça nous coûte en termes de ressources, comme tu l'évoquais tout à l'heure. J'y crois pas du tout. L'utopie du post-travail est une utopie récurrente qui accompagne chaque innovation technique un peu remarquable. Non, j'y crois absolument pas parce que, bon, tu sais, d'abord, il faudrait s'entendre. Il faudrait s'entendre par ce qu'on entend par travail. Hein. Bon.
travail, pour moi, ça relève d'une définition conceptuelle, rigoureuse autant que possible. Le travail, c'est le nom qu'on donne à l'activité humaine ressaisie dans les rapports sociaux du capitalisme. Bon, à savoir en particulier le rapport salarial, qui consiste, je décline là le b.a.-ba marxiste, qui consiste en un rapport de double séparation, séparation des travailleurs d'avec les moyens de la production et d'avec les produits de la production. Bon. Tu sais, en 1945, je crois, Keynes avait écrit un ouvrage sur les conséquences de la guerre. Et il envisageait qu'avec le produit technique, nous aurions de moins en moins à travailler pour satisfaire un niveau de besoin qu'il présupposait constant. Ce qui était une double erreur. C'était une double erreur de le présupposer constant, parce que le capitalisme s'y entend pour fournir et pour renouveler son offre de camelote, ce qui fait que ce que nous estimons être nos besoins est en fait un ensemble de consommations désirées qui n'en finit pas de croître. Bon. Et c'était une erreur également parce que, précisément, à progrès technique donné, le capitalisme fait toujours le choix de produire davantage avec la même quantité d'input, plutôt que de réduire la production. Bon, voilà, en exploitant dans ce sens les gains de productivité. Au reste, je te fais remarquer que nous continuons de consommer des biens matériels, des caméras, des éclairages, des blocs avec des stylos, et que ces choses-là, qui entrent quand même au premier chef dans notre reproduction matérielle, elles continuent de devoir être produites, et d'être produites avec du travail. Donc, la société post-travail, je n'y crois pas pour chacune de ces raisons. Ça, c'est la première chose. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'arrivée d'une puissance technologique comme celle de l'intelligence artificielle ne soit d'aucun effet. Et en effet, comme tu l'as dit dans ta question, l'intelligence artificielle est une innovation technique qui, une fois n'est pas coutume, va toucher un segment de la société et un segment du salariat qui se croyait à l'abri, à savoir les cadres. Tu comprends, tant que le progrès technique conduisait à mettre sur le sable des pans entiers de la classe ouvrière, personne n'y trouvait à redire. En tout cas, personne dans la bourgeoisie. Mais lorsque l'intelligence artificielle va tailler des croupières à l'intérieur du salariat bourgeois, qui se croyait protégé de tout, qui se croyait élu du système, qui se croyait autorisé à y entretenir les rêves les plus fous, alors là, effectivement, ça va probablement considérablement changer. La bourgeoisie est quantitativement minoritaire, mais elle est symboliquement majoritaire. C'est elle qui tient le haut du pavé dans le débat public, c'est elle qui a le droit à la parole par ses divers représentants, et donc c'est elle qui tient le discours fabricateur de l'opinion publique. Ah, mais alors, si la bourgeoisie symboliquement majoritaire commence à être ébranlée dans les données fondamentales de sa propre reproduction matérielle et maltraitée, parce que si tu veux, symboliquement ou psychologiquement, c'est pas une heureuse aventure que de se retrouver mis à l'écart par une machine. Bon, comme l'ont été les ouvriers. Pareil, vous voyez, on vous l'avait bien dit, ça finirait par vous venir dessus. C'est le moment. Bon, alors maintenant, commencez à accrocher une ou deux idées l'une derrière l'autre. Tu vois, ça serait ça. Moi, ce que je crois, c'est que... Alors évidemment, il y a une controverse en cours, hein, je le sais. Il y a une controverse en cours pour cerner l'ampleur exacte des pertes d'emplois qui seront consécutives à la généralisation de l'intelligence artificielle. Il y a des thèses opposées qui sont émises dans le débat public à cet égard. Je te proposerais volontiers une motion de synthèse radicale socialiste qui dirait que nous aurons une combinaison à la fois de perte d'emploi nette et d'un effet de transformation des conditions de travail pour les cadres qui resteront.
agréable ou pas agréable, ça reste à savoir. Hein. Mais il y aura quand même de la perte d'emploi. Il y en aura inévitablement. Bon. On sait déjà à peu près dans quel secteur. Et il se pourrait même que ce soit spectaculaire. Eh bien, moi, il me semble que cette irruption de l'intelligence artificielle est une donnée qui rebat comme jamais le paysage de classe. Et plus exactement, le paysage de lutte de classe. Puisque il y a toute une fraction donc, de ce salariat bourgeois qui savait très exactement de quel côté elle se situait sur le front de la lutte des classes et qui risque de se retrouver catapultée de l'autre côté de la barricade, en n'ayant d'abord pas compris grand-chose à ce qui lui arrivait. Mais la compréhension, ça vient vite, hein, lorsque tu subis un sort adverse, un peu violent, au surplus. Bon, voilà, moi, ce que je trouve très spectaculaire, pour tout te dire, c'est un point que je voyais venir de très longue date, même si je n'avais pas la moindre idée à l'époque, il y aurait de l'intelligence artificielle, ça produirait ses effets, etc. Ce que je voyais venir de très longue date, c'est que, à force de maltraiter ses propres soutiens, les cadres sont les soutiens du capital, si tu veux. Ils sont objectivement du côté du salariat, mais ils sont subjectivement du côté du capital. Or, les cadres ont commencé à faire l'objet de maltraitance de la part du capital. Bon. J'avais à l'idée que le capital, progressivement et méthodiquement, commencerait à détruire son propre bloc historique à force d'abus, à force de souffrances imposées dans toute l'épaisseur de la structure sociale. Avec l'intelligence artificielle, là, on va passer des caps. Et en effet, ce que je me plais à anticiper, c'est que le capital est en train de détruire le bloc bourgeois. J'aime beaucoup cette notion du bloc bourgeois qu'on doit à Stefano Palombarini et Bruno Amable. On a reçu Bruno ici, on vous met le lien aussi. Ah oui, c'est vrai. Moi, je fais juste une petite incise pour dire à quel point ce concept de bloc bourgeois me semble absolument remarquable. Si tu veux, il est produit d'un travail de sciences sociales absolument conforme au canon de la science. Donc moi, mon point, c'est ça, c'est que les tendances contemporaines du capitalisme, celles qui étaient déjà à l'œuvre depuis un moment, mais qui s'approfondissent considérablement du fait de l'intelligence artificielle, sont en train d'attaquer le bloc bourgeois. Alors ça, c'est quand même si tu veux, c'est une transformation considérable dans les données de l'équation générale du soutien politique du capitalisme, en tout cas dans sa configuration contemporaine. Bon, alors, il faut brancher cet élément-là sur tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire sur l'onde de choc proprement politique qui va se propager à la suite de la triple crise financière, économique et économico-financière, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, ça va être une nouvelle donnée dans l'équation politique générale, pour en finir avec au moins la forme néolibérale du capitalisme contemporain, à défaut d'en finir avec le capitalisme tout court, ce qui est tout de même une autre affaire, hein, disons les choses. Mais pour en finir au moins avec la configuration néolibérale du capitalisme, et avec toutes ces élites qui le verrouillaient absolument de tous les côtés. Bon, on a parlé des élites du capital, on a parlé des élites en quelque sorte... Je suis désolé, chaque fois que j'utilise le mot élite pour parler de ces gens-là, ça me blesse un peu les gencives. Hein. On a parlé des élites publicistes qui assurent le service après-vente idéologique, c'est les forces de l'ordre symbolique, hein, si tu veux. Mais il faudrait parler également de toutes ces forces politiques qui ont été des forces politiques d'accompagnement pur et simple, et encore, quand elles n'ont pas été des forces politiques d'approfondissement, qui se rassemblent dans cette espèce d'ensemble mou qu'on appelle la social-démocratie, et qui en France a pour nom Parti socialiste. Bon, voilà. Donc le Parti socialiste était déjà à l'écart de l'histoire des tendances récentes du capitalisme, mais là, cette fois-ci, il va chuter dans les poubelles, mais définitivement. Et tous les événements qui se préparent, tous les remaniements
à l'intérieur des blocs politiques qui s'affrontent dans le champ politique à proprement parler, tous ces remaniements vont vers le déclassement final de cette social-démocratie et du Parti socialiste. Et ça, qu'est-ce que tu veux ? Vraisemblablement, on va le payer par des épreuves sociales considérables, mais au moins ce coût-là n'aura pas été acquitté pour rien. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci beaucoup Frédéric. Je vais te poser notre question traditionnelle. Qu'est-ce qui, selon toi, est connu de peu de personnes et qui mériterait d'être connu de tous ? Eh bien, je te renvoie à la réponse que je t'avais faite la première fois que tu m'avais posé cette question, parce que j'ai eu une unique réponse en magasin.